Bonsoir à tous et merci de nous retrouver ce soir sur Nurea TV. J'ai le plaisir en ce début d'année d'accueillir une nouvelle fois Anaël Parks sur notre antenne. Nous allons parler d'une partie de cet ouvrage, Black Programme, OVNI et base souterraine. Je vous laisse découvrir les révélations qu'Anaël a à nous faire. On se retrouve tout de suite sur Nurea TV. Bonsoir Anaël, merci infiniment de nous retrouver en ce début d'année sur Nurea TV. Moi je suis très content parce que ce soir on va parler de cet ouvrage, Black Programme. Ça fait plusieurs mois qu'on le teasait, qu'on en parlait, qu'on savait qu'il allait sortir, on attendait impatiemment le contenu. Moi j'ai eu l'occasion de le découvrir, j'ai pas été déçu, disons les choses franchement. Et donc ce soir, première émission d'une longue série dédiée au contenu de ce livre. Est-ce que tu peux nous dire, Anaël, qu'est-ce qui t'a incité, motivé à mener cette enquête, à aller creuser dans les bas-fonds de l'ufologie pour nous sortir toutes ces informations? Merci Guillaume, je suis ravie de vous retrouver, chers Nuréens et Nuréennes. Alors, qu'est-ce qui m'a lancé là-dedans? C'est le commentaire de quelqu'un justement sur Nuréa qui se reconnaîtra et dont malheureusement, pardonnez-moi, j'ai oublié l'identité, qui m'a dit, mais tu devrais nous parler de l'interview Lacerta. Et effectivement, je me suis dit, je vais faire un petit quelque chose autour. Et ce petit quelque chose s'est transformé en 3 ans d'enquête, tout simplement. C'est-à-dire qu'on met le doigt dans l'engrenage et puis après on est pris entièrement. Ah, je me suis laissée totalement aspirer et ceux qui savent à quel point ça a été difficile pour moi de garder le secret pendant 3 ans sur tout ce que j'ai découvert, qui est assez explosif, surtout compte tenu des événements récents. Je parle des survols d'OVNI, des événements comme cela. Oui, ça a été très dur de garder tout ce que j'avais pu trouver à l'intérieur parce que ça touche à l'actualité. Certes, je parle d'événements, cette interview qui a bientôt 20 ans, mais également d'événements beaucoup plus antérieurs, les années 60, voire le 19e siècle et les tout premiers ovnis, on va dire, bien qu'il y en ait eu avant, mais en tout cas tels que recensés, on va dire, dans les journaux ou dans les ouvrages spécialisés ufologiques à partir du 19e siècle. Mais en réalité, ça touche absolument tout jusqu'à notre époque présente. Dans ce livre, alors il y a un fil conducteur qui est de voir ce qui se cache derrière certaines affirmations de la communauté ufologique, derrière certaines informations qu'on a acquises pour vraies, et il est toujours intéressant de remettre tout ça en question. Tu parlais de Lacerta. On fait partie des médias sur Nurea TV à avoir relayé cette interview. Nora avait fait une lecture de cette interview de Lacerta qui a touché énormément de monde. Aujourd'hui, on ne va pas parler de cette thématique-là, mais on va le faire dans les semaines à venir. Donc, patience pour tout le monde si vous voulez découvrir le fin mot, en tout cas l'enquête d'Anaël derrière ce dossier Lacerta. Aujourd'hui, on va se consacrer aux ovnis. Tu as des révélations à nous faire là-dessus. Importantes qui vont nous amener à plus de discernement sur le phénomène OVNI. Est-ce que pour autant, ce travail-là, pour ceux qui vont avoir la chance de lire le livre et de découvrir les émissions qu'on va proposer dans les semaines et mois à venir, est-ce que ce travail-là décrédibilise totalement le phénomène UFO? Alors pas du tout, je suis vraiment heureuse d'avoir pu mener cette enquête moi-même en étant, on va dire, en suspendant mon jugement. Pour ceux qui le savent, j'ai reçu des visions aussi où il est question d'extraterrestres, d'engins, on va dire, un petit peu avancés technologiquement, même franchement avancés. Il n'était en aucun cas mon désir de démontrer mes visions, il n'était non plus en aucun cas mon désir de décrédibiliser les théories, on va dire, en vogue. Aujourd'hui, je suis là pour parler d'un travail de recherche. Certains le savent aussi, je suis médium, en tout cas j'exerce en tant que tel actuellement. Il n'est en aucun cas question d'intuition dans cet ouvrage. C'est un travail de recherche avec des sources que vous pouvez aller contrôler, dont la plupart, vous le verrez au sein de cet ouvrage, on a des reproductions, des éléments déclassifiés que je peux vous proposer. Je vais vous en proposer un rapidement. On a quand même des gros inédits là qui ne nous concernent pas pour les soucoupes aujourd'hui, mais vous pouvez toujours vérifier ce que je raconte. Ce ne sont pas des assertions gratuites, ce ne sont pas des confidences de quelqu'un dans un coin. Quand ça arrive, c'est le cas. Parfois, il y a quelques anecdotes, mais je le précise explicitement. C'est un travail d'enquête. Cette enquête-là, tu l'as menée sur la base notamment de documents déclassifiés. Il y a énormément de documents que tu reproduis dans le livre et que tu commentes et analyses pour mener cette enquête. Comment ça se passe concrètement d'aller fouiller dans des documents déclassifiés? J'imagine qu'on se retrouve face à une multitude de documents qu'il faut trier et être extrêmement patient comme tout bon enquêteur.
C'est l'enfer. Moi, je vous le dis, il faut avoir vraiment un problème dans sa tête pour aller faire cette démarche-là. Je m'y suis lancée à corps perdu et en 3 ans, je peux vous dire, au bout d'un moment, j'ai quand même regretté. La saturation mentale, elle est vraiment présente. S'agit de discriminer dans des bibliothèques qui comportent des centaines de milliers d'entrées, je dis bien des centaines de milliers, et qui sont classées bon an, mal an, parfois franchement de manière volontairement trompeuse, ou en tout cas de manière à ne pas aider la recherche, c'est-à-dire qu'en fait, il s'agit de scans. Vous le verrez, notamment, il y en a un qui est très intéressant où il est question de Charles Feuer-Hoyt, dont on parlera dans de prochaines émissions. Il a été très difficile pour moi à décoder ce document. Pourquoi? Parce que beaucoup portent la mention scanner tel quel. Alors, comment on obtient un document déclassifié? C'est pas moi qui me suis fait des amis et qui m'ont permis, je sais pas, d'aller de manière impromptue me rendre dans les archives de la CIA, du FBI, je ne sais quoi. Non. Il y a des citoyens américains qui entendent ce qu'on appelle des FOIA. Ça permet, quand on est citoyen américain, de demander la déclassification de certains papiers qui sont dans des réserves et qui peuvent l'être à partir d'une certaine période. La période moyenne, c'est 50 ans pour le secret d'État. Certaines peuvent être prorogées. Par exemple, moi, sans être citoyenne américaine, j'ai intenté une demande de déclassification. En fait, c'était même pas à l'époque une demande de déclassification, une demande d'accès à des documents qui ont été stockés dans l'université du Wyoming, parce que c'était ouvert à tout chercheur et toute personne en faisant la demande. J'ai demandé une cassette spéciale, enfin, comment dire, un petit carton spécial avec son numéro de code, etc. Et en fait, il a été placé secret défense et placé secret défense jusqu'en 2095. Ah Donc, il faut oui, savoir que voilà, même des trucs en accès libre, quand on se rend compte que, oups, on a peut-être fait une bêtise, on peut remballer. Et même des choses déclassifiées, on en parlait, tiens, je vais en profiter, on peut les caviarder, c'est-à-dire qu'ils sont partiellement déclassifiés, mais vous avez la présence d'éléments qui sont encore cachés. Alors, j'essaie de vous retrouver, je ne retrouve pas celui de la mention de Charles Hoyt, mais en fait, il a été question de carrément décrypter le document. Il était totalement illisible et je me suis tartiné comme ça parfois des feuilles entières qui étaient scannées à l'arrache, hyper contrastées. Et parce que de toute façon, certes, ils ont un devoir vis-à-vis des citoyens américains de rendre public, mais de rendre public en l'état. Et je ne parle même pas de la destruction. On en parle énormément, notamment en question des différents programmes MK Ultra, des destructions organisées du point de vue administratif des documents afférents à certaines affaires, on se dit, mais alors là, à quoi ça sert au fond? Eh bien, ça sert quand même à avoir de la rigueur, parce que effectivement, sinon on peut faire des assertions gratuites sur du vent. Moi, j'ai pas de problème avec qui veut rêver, qui veut spéculer. Moi-même, je suis une grande spéculatrice, mais je ne veux pas que mes ouvrages soient représentatifs de cette démarche-là. Je veux de la rigueur, et c'est ce que vous trouverez dans cet ouvrage, notamment au sujet des ovnis. le thème qu'on va traiter aujourd'hui, donc ces révélations autour des soucoupes volantes, il résonne étrangement avec l'actualité, puisqu'on sait qu'en ce moment, il y a toute une vague d'observations de drones aux États-Unis, où on ne sait pas très bien si on a affaire à des drones civils, à des drones militaires, à des drones venant d'un complexe militaro-industriel relativement caché, ce qu'on appelle les black programmes, Mhm. d'où le titre de ton ouvrage, ou alors si on a affaire à des drones qui serait issu d'une intelligence extraterrestre, exogène. C'est un peu dur d'y voir clair en ce moment, et même si là le livre ne parle pas de drone, ça va nous permettre aussi dans la méthodologie d'y voir plus clair, d'essayer de faire preuve de discernement. Encore une fois, séparer le bon grain de l'ivraie, ne pas faire fausse route, ne pas perdre de temps sur de fausses pistes. Le phénomène ovni est suffisamment complexe et passionnant pour ne pas s'aventurer dans des chemins qui sont un peu hasardeux en termes de sources. Donc, merci d'avance de ce que tu vas nous proposer ce soir, Anaël. Moi, je t'écoute. Comme d'habitude, je n'hésiterai pas à poser des questions, à réagir sur les éléments que tu vas nous présenter. On démarre cette première émission sur le livre Black Programme, Révélations sur les soucoupes. Anaël, c'est à toi. C'est un plaisir. Merci beaucoup, Guillaume. Alors, dans un premier temps, on va recontextualiser de quoi on parle. Des soucoupes, certes, mais en réalité, vous dites ça en société, qu'est-ce qu'on voit? On voit des gens qui se bidonnent parce qu'ils pensent à la soupe aux choux. Pour ceux qui connaissent pas, je vous invite à aller voir cette merveilleuse pièce d'anthologie. Et pour les autres, eh bien simplement, je vous ai proposé ce même qui résume l'image que renvoie ce domaine de recherche en société. Parce qu'on parle bien d'un domaine de recherche. Il faut savoir quand même qu'il y a le GEPAN, le CNES, on a des institutions financés par des deniers publics qui étudient le phénomène. Donc on ne parle pas d'un truc que, bien sûr, tout le monde peut étudier, mais de quelque chose qui ne serait pas digne d'intérêt. Et pourtant,
on voit bien que le lieu commun que transmet cette blagounette qu'on peut retrouver un peu partout sur Internet, C'est vrai. c'est l'idée de se dire que voilà, vous avez pris un verre dans le nez de trop, vous êtes allé un petit peu récréativement vous amuser de trop avec certaines substances et pouf, vous avez vu des trucs dans le ciel. Pas du tout, c'est arrivé à plein de gens sérieux dans la pleine possession de leurs moyens. Faut pas rester à ce stade-là. Mais qu'est-ce qui discrédite autant ce thème? Bah, voyez le second slide, simplement énormément d'affaires, notamment dans les premiers temps, c'est-à-dire dans les années 60-80, quand on commençait à obtenir des clichés des soucoupes volantes, se sont révélées être des supercheries, mais toutes bêtes, dignes à la portée d'un enfant vraiment de, je sais pas, 5-6 ans, pourvu qu'il ait eu un appareil photo à l'époque entre ses mains. Ou même, vous savez, il y a le fameux coup du pigeon ou de l'appareil, enfin de l'élément éclair qui traverse devant l'objectif, et ça donne des formes déformées, surtout à l'époque où voilà, l'obturateur n'était pas très rapide. J'ai eu l'occasion, puisque nous on reçoit beaucoup de photos, de témoignages, etc. Alors pour revenir sur le même que tu nous as montré juste avant, effectivement, c'est souvent quand on reçoit des témoignages, allez, une fois sur deux, les gens nous précisent je n'avais pas bu, je n'avais pas fumé, comme si on devait se justifier d'être sain de corps et d'esprit pour légitimer une observation. Et c'est vrai que c'est un lieu commun qui revient souvent quand on parle d'OVNI, donc merci de le repréciser. Et cette diapo avec cette lampe, effectivement, on voit qu'il y a quelques similarités qui peuvent prêter à confusion et qui, je pense, dans le passé, ont été utilisées de manière à leurrer le public. Exactement, puis on peut pas empêcher les enfants de s'amuser non plus, ou les jeunes adultes un petit peu désœuvrés, ou les personnes qui cherchent de manière contre-productive en faisant des révélations à pousser d'autres services peut-être à faire leurs propres révélations. Mhm. C'est pas comme ça que ça marche. On peut pas faire chantage sur les services secrets. Je vais vous dire que bah, déjà l'histoire d'un des personnages qu'on évoquera dans une prochaine émission, un des intervenants plutôt de cet ouvrage, le montre. On ne fait pas chantage, on ne négocie pas avec les services secrets, ça n'existe pas, donc ça sert à rien d'essayer de faire des faux pour obtenir le vrai, comme certains peuvent le faire en société. Il va également être question d'autres appareils comment dire, d'incompréhension, de mauvaise interprétation. Il y a des appareils plus confidentiels. Là, vous pouvez voir en fait une forme d'hélicoptère, en fait de proto-hélicoptère qui serait de forme un petit peu discoïdale, on va dire ça comme ça. On va voir dans cette émission ensemble ce qui peut aussi induire en erreur. Et ça, c'est important de le garder à l'esprit. Pourquoi? Parce que quand on est témoin, quand on a vu quelque chose, et notamment quand on fait un rapport tout de suite à chaud, hein, je le recommanderais jamais assez. Il y a un petit reportage tout mignon de la gendarmerie des années 80, je crois, qui explique bien quelle est la liste des choses à faire une fois que vous avez vu un ovni. Prenez des notes surtout à chaud, ne laissez pas le souvenir refroidir, restez toujours objectif, vous dites pas c'est gros, c'est petit, vous dites juste je l'ai vu comme ceci ou comme cela, parce que je vois pas comment on arrive à faire la distance souvent simplement à l'œil nu. C'est Et vrai. ben c'est pareil, moi je condamne personne qui a vu des choses qui ont peut-être été des ballons ou n'importe quoi d'autre, simplement une lumière qui brillait trop fort dans la nuit sur un malentendu, parce que ça arriverait à tout le monde. Ça peut arriver à tout le monde si vous n'êtes pas équipé d'un radar en bonne et due forme, tout simplement. Je voulais poursuivre par rapport à la tentative de discrédit également. Vous connaissez un petit peu mon amour pour les sujets confidentiels. J'en parle énormément dans Black Programme. Ce sont les psyops. Qu'est-ce qu'une psyops? C'est une Bonne opération question. psychologique. Mais une partie importante de l'ouvrage, et moi je l'ai découvert à la lecture de celui-ci. Et c'est un sujet absolument passionnant. Pourquoi? Parce qu'en fait, avec une économie de moyens, on parvient soit à lancer le trouble dans les rayons ennemis, quand c'est par exemple, entre guillemets, soit son propre camp qui intente une psyops, soit créer plus de cohésion ou moins de cohésion dans ses propres rangs. Je vais vous expliquer très simplement un cas de psyops très célèbre. Vous pouvez voir en bas à gauche de cette slide un petit soldat qui est là, qui dit moi j'y vois bien dans le noir, en gros, c'est une question de vie ou de mort parce que je mange des carottes. Et vous savez pourquoi encore aujourd'hui persiste cette idée que manger des carottes, vous y verrez bien la nuit? Tout simplement parce que la Grande-Bretagne avait intenté cette énorme campagne de com dans ses journaux, donc à l'intérieur de la Grande-Bretagne pendant la Seconde Guerre mondiale, en disant bon voilà, ils mangent des carottes, donc grâce à ça, ils sont nyctalopes. Formidable. Mais pas du tout. En réalité, c'était une manière de cacher leur atout principal, c'était l'invention des tout premiers radars. Et pour créer une diversion, tout simplement, ils ont créé cette campagne de com parce qu'ils savaient que ça arriverait forcément aux oreilles de leurs ennemis et qu'ils s'en prendraient, et ils l'ont fait au champ de carottes. C'est formidable parce que, ils étaient déstabilisés, ils étaient leurrés et ils prenaient pour cible le mauvais, voilà, le mauvais coupable, si on peut dire. Un exemple très parlant de psyop, donc les opérations psy. J'ai envie de te dire, et on voit un ovni sur cette diapo-là, Oh. qu'est-ce que les ovnis ont à voir avec ces psy-op?
Ah bah là, justement, je vais te dire que Fate magazine, il a connu un destin et son nom le prédestiné plus que tragique, puisque Fate avait entre les mains la véritable réponse à notre question. Mais que sont les soucoupes volantes? Et déjà en 1953, il y avait tout. Il y a un magazine qui a tout raconté. Et ce qui est extraordinaire sur le sol américain, donc qui a quand même risqué de se faire déboulonner, voire plus grave, par les services secrets, et personne l'a cru. Enfin, je veux dire, personne s'en souvient. Moi, je vous parle de Fate et de l'histoire des soucoupes volantes canadiennes. Je sors dans la rue, je raconte ça. Je peux vous dire que tout le monde est mort de rire. Alors que c'est une réalité historique. Ce magazine dont je vous présente quelques extraits ici vous présente ce que l'on va voir ensuite en photographie et qui, à l'époque, a été accueilli. Mais les gens se sont bidonnés alors que c'était du vrai. Et on va voir ensemble comment, pourquoi. Et c'est extraordinaire parce que se côtoie donc cette révélation sur les soucoupes volantes. Et en bas, vous voyez le langage perdu de la Bible, les révélations du docteur Einstein. Enfin, on a du mal à imaginer que Einstein pourrait nous faire des révélations sur la Bible dans un magazine spécialisé sur la mystériologie. Bref, comprenez le télescopage qui s'est passé par rapport à cette première révélation et comprenez qu'on se lance dans un sujet où on ne cesse jamais de reporter à chaque fois à l'attention du public les mêmes éléments. Mais comme on le dit souvent, la vérité seule ne suffit pas. Il faut un contexte pour l'accueillir. Et là, clairement, le monde n'était pas prêt, alors même que la réalité était directement sous nos yeux. On peut voir que dans Fate également, ils ont eu le triste sort, là pour le coup, de partager les supposées révélations du monsieur qui s'appelle Otis Carr, qui est un personnage, disons, controversé, qui est à la fois porté au nu, puis après critiqué, c'est-à-dire que c'est un monsieur qui pensait avoir découvert une forme d'énergie libre et par là même réussi à faire voler ces espèces de soucoupes volantes que vous pouvez voir et qu'il pensait pouvoir envoyer vers la Lune, faire revenir, enfin faire voyager des gens sur Mars, bref, c'est Qui, un petit peu triste. qui pour le coup, les soucoupes volantes, on voit sur la photo, ressemblent fortement à des drones, Ah, mais en termes de c'est taille. exactement ça, ce sont des proto-drones et vous avez son collègue qui est autrichien mais qui en réalité était beaucoup plus connu pour son activité aussi au niveau de l'URSS, enfin ex-URSS, monsieur Heinz Jordan, qui est l'inventeur de ce qu'il appelle lui à l'époque le turboplane, mais qui est effectivement un drone en bonne et due forme, comme vous pouvez le voir sur ces photos. C'est un domaine d'études extrêmement ancien et ce que je trouve formidable, c'est qu'aujourd'hui on a réussi à nous faire passer pour une innovation moderne. Vous voyez les drones Parrot ou les drones domestiques dont on peut tous s'équiper pour quelques dizaines ou quelques centaines d'euros selon le degré de spécialisation des caméras que vous voulez dessus. C'est en réalité quelque chose d'extrêmement ancien et on a réussi à nous faire passer ça pour une merveilleuse innovation. Donc comprenez que en fait, il y a énormément d'éléments qui sont, on va le voir, à la fois pour le discrédit et en même temps qui montrent le caractère sérieux des ovnis. Et ensemble, on s'apprête dans cette émission à démêler le vrai du faux. Ça a été un travail de titan. Je vous le dis, c'est 3 ans, mais c'est 3 ans presque tous les jours à essayer d'aller chercher des renseignements fiables parce que la littérature est fortement abondante. Mais en fait, c'est beaucoup de gens qui se citent. Ils ont cité machin qui a cité machin, mais au final, la preuve ou les photos, là, telles que je vous montre, c'est un boulot monstre d'arriver à les déterrer, tout simplement. De la même manière, la question des ovnis, elle est souvent associée aux anciens astronautes, et on se dit, mais c'est une blagounette, là aussi, c'est des gens... J'ai même vu des trucs beaucoup plus durs qui assumait que c'était la suprématie blanche, qui voulait dire que parce que ça peut pas être d'autres ethnies, c'est forcément des extraterrestres. Enfin, on rentre dans des raisonnements assez spéciaux. Moi, je vais vous dire un truc très simple qui relève une observation, pardonnez-moi, de l'ethnologue Worsley, qui est un monsieur notamment qui a été présent aux îles Saibai en 1914. Il a été témoin d'un phénomène qu'on appelle aujourd'hui le culte du cargo. Qu'est-ce que le culte du cargo? Bah, ce sont des gens qui vivent sur des îles et qui n'ont pas d'usine, qui n'ont pas de société industrialisée et qui voient les Blancs arriver avec des énormes cargos remplis de denrées, remplis de biens. Et la seule explication que eux s'échangeaient entre eux pour expliquer ce phénomène proprement surnaturel, c'est ces gens-là ont construit avec la puissance des ancêtres au pays des morts des objets qui n'existent pas et ils nous le rapportent de l'au-delà. C'est un événement surnaturel. Et ça, aujourd'hui, on va vous dire, c'est des pauvres sauvages, ils comprennent rien à la vie. Alors pas du tout, c'est des gens qui ont, je pense, pour certains, une conscience beaucoup plus aiguë des contingences de la vie, surtout les insulaires, quand on vit sur une île avec la notion on va dire qu'on appelle ça, du matériel réduit, de la finitude de la vie. On ne peut pas être plus carré. Le fameux bon sens paysan, je peux vous dire, ils l'ont en perfusion. Sur les îles, il est exacerbé, ouais.
Exactement. Et là, quand eux, ils en arrivent à faire ce genre de proposition, dites-vous bien que c'est le propre du coup de la nature humaine d'essayer d'échafauder des éléments logiques. Donc quand on vous dit effectivement, faut être débile pour voir que les lignes de Nazca et s'imaginer que ce sont des pistes d'atterrissage, c'est vraiment de la bêtise pour des ovnis, donc pour des soucoupes volantes. J'ai envie de vous dire, je ne soutiens pas du tout cette théorie, mais loin de moi l'idée de dire que c'est des bêtises. Ça fait partie des raisonnements, on le voit grâce à la théorie du culte des cargos, que ça vient dans le fond de l'humanité. On cherche des explications avec ce qu'on connaît, avec ce que l'on sait, tout simplement. Et je ne veux en aucun cas cette émission, malgré les éléments qu'elle va apporter, elle n'est pas là pour décrédibiliser la théorie extraterrestre, elle n'est pas là pour décrédibiliser la théorie des anciens astronautes, bien au contraire, vous le verrez dans cet ouvrage. Il est question de preuves particulièrement dérangeantes de rétro-ingénierie. On n'en parlera pas, je pense, spécialement aujourd'hui, mais sachez que mon but n'est pas du tout de décrédibiliser les théories. Ce que tu disais sur les lignes de Nazca, ça me rappelle un échange que j'ai eu sur cette antenne assez récemment avec mon ami Thierry Jamin, sur parce que je disais, pour moi, les lignes de Nazca, c'est vrai qu'il y a une majorité de géoglyphes qu'on retrouve à Nazca qui sont pas extrêmement précis quand on s'attarde sur le truc. Et du coup, je lui disais à Thierry, j'ai du mal à voir quoi ça a été fait depuis le ciel avec des engins exogènes ou autres. Et Thierry, on a eu cet échange-là où il me rappelait qu'il y a certaines lignes qui sont extrêmement longues et extrêmement précises, si on sort des géoglyphes, les lignes purement. Et puis il y a ces montagnes qui ont l'impression d'avoir été coupées à leur sommet, où on n'a toujours pas d'explication. Donc les mystères restent entiers, mais c'est vrai que on a cette tendance, quand on ne comprend pas les choses, à chercher une explication surnaturelle, magique, en tout cas qui sort du cadre de notre rationalité. Exactement, et je te remercie pour cette précision. Alors j'ai une petite devinette à faire avec vous, vous savez que je suis très joueuse, mais quel est le rapport entre la soucoupe volante et votre sèche-cheveux ou votre aspirateur préféré? Bonne question. J'ai envie de dire, moi j'allais dire la marque Dyson. Je n'aime pas faire de la publicité, mais en effet, vous retrouverez mention dans la publicité de cette 10 marques, l'effet Coanda. Et là aussi, on nous l'a fait passer pour une super innovation. En réalité, c'est une découverte assez ancienne, on va voir, presque des années 40, pardon, pour ceux qui sont nés dans les années 40 et qui nous regardent. Je veux dire que voilà, l'idée est ancienne, les personnes ne font que se bonifier avec le temps. Donc ce fameux effet Coanda, c'est là-dessus qu'on va retrouver simplement le système de propulsion des soucoupes volantes qui étaient aux mains de l'humanité il y a encore pas si longtemps et qui le sont encore vraisemblablement actuellement. Et qui est... Oui, pardon, tu voulais dire. Je t'en prie, je te laisse poursuivre. Je vais avoir plein de questions sur cet effet Coanda, mais je te laisse poursuivre avant. Alors, faut savoir, moi, je suis pas du tout une scientifique. Alors, je vous parle bien savamment de choses qui ne sont que vulgarisées et fortement, heureusement, à mon propos. Là, on va découvrir ensemble la fameuse genèse du modèle Avrocar. Mais qui, ici, a entendu parler de l'Avrocar? Bon, je suis sûre que dans les commentaires, quelqu'un va me dire moi. Et je suis ravie que vous en ayez entendu parler, mais sortez dans la rue, parlez de l'Avrocar et des soucoupes volantes américaines. On vous regarde comme ça, on va dire que qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ici, vous voyez les tout début du projet de cette fameuse soucoupe volante Avrocar, aussi appelée projet 1794. Elle a porté encore plein d'autres pseudos. Projet Frost, etc. Enfin, on va pas tous les passer en revue. Et c'est ce qui rend aussi difficile la recherche sur certains sujets, le fait d'avoir plusieurs noms pour désigner le même projet, simplement pour cacher déjà l'espionnage, pour éviter qu'on puisse retrouver des choses, etc. Il a été développé par l'USAF. C'est quoi? En gros, c'est l'armée de l'air américaine. Mais en réalité, c'est pas un projet qui a été à la base conçu par les Américains. Ils ont récupéré, et ça je l'ai découvert dans un échange épistolaire que vous retrouverez dans Black Programme. À la base, ils sont allés chercher un monsieur qui avait émigré au Canada, qui, si je m'abuse pas, est suédois-norvégien, en tout cas dans cet environnement-là. Ce monsieur s'est fait appeler à partir de ce moment-là Monsieur Frost. Alors, pour ceux qui ont de l'humour, pensez à l'espion venu du froid. Pourtant, apparemment, c'était pas un espion puisqu'il avait véritablement de la technologie à vendre, ce monsieur. Et il est arrivé carrément avec sa soucoupe et il a dit « Bonjour les services secrets américains, est-ce que tu veux ma soucoupe ?» Alors, au début, les services secrets se sont dit « Est-ce que c'est une blague? Est-ce qu'on nous pigeonne ?» Ils ont dépêché un gars. Le gars a vérifié, il a dit c'est énorme, venez tous voir, il faut absolument qu'on mette des millions sur ces projets. Et c'est ce qu'ils ont fait. Donc c'est un moment assez extraordinaire puisqu'on voit dans cette correspondance que vous trouverez dans Black Programme la suspicion qui règne à cette époque.
l'angoisse qu'il y a au sein de cet environnement. Et surtout, bah, on va le voir grâce à tout ce que je vais porter à votre connaissance ensuite, à la fois l'âge d'or et on va dire le déclin de ce type de technologie qui était pourtant si prometteuse. Il faut savoir que le Monsieur Frost, c'était pas n'importe qui, c'était un grand ingénieur dans l'aviation. Il n'est pas arrivé les mains vides, il est venu vendre sa technologie aux États-Unis. Et vous verrez, si vous avez la curiosité de lire Black Program, qu'il y a bon nombre de très grands chercheurs, que ce soit même avant l'opération Paperclip, qui se sont rendus de l'autre côté de l'océan pour partager leurs connaissances. Je voulais vous montrer la photo de Alcamo Marina, donc à Battiga en Italie, qui date des années 70-80. J'ai trouvé des sources qui évoquaient que ça pouvait être une des vraies photos éventuellement d'un Avrocar pris par inadvertance. Ce qui est certain, c'est que tant qu'on n'a pas la marque Avrocar dessus, je ne peux rien vous certifier, mais on va voir ensemble un petit peu plus loin des éléments encore plus probants. Donc, je ne veux pas dire, encore une fois, par rapport à l'élément que j'ai porté en connaissance en premier temps, que tout ce que vous voyez en photo, y compris des années 60 à 80, sont forcément des faux et des lanternes. C'est vraiment pas ce que je veux dire. Comprenez bien mon propos. Donc, Ce projet Avrocar, il date de quand? Des années 50? en fait, il a commencé au niveau des années 40 et il s'est terminé, on ne sait pas exactement quand. Il a connu une phase active en 56 quand les brevets, si on peut dire les brevets, en tout cas les papiers, ont été déposés tels quels. Et il a continué extrêmement longtemps. Officiellement, il s'est interrompu, mais en fait, ce que m'a permis de démontrer Black Program, notamment avec toutes les vagues MK Ultra, c'est qu'il y a toujours une branche, une sous-branche, une branche cousine, voisine, sœur, frère, bref, des éléments d'un programme qui survivent. Donc ne croyez pas que parce qu'il a été interrompu et parce qu'aujourd'hui nous n'avons pas des voitures volantes dans le ciel, nous y viendrons en fin d'émission, ce programme s'est éteint. Non, il se poursuit d'une autre manière, tout simplement. On imagine bien. Avant qu'on poursuive, j'aimerais revenir un peu en arrière sur ce projet Avrocar. Tu nous parlais de ce lien entre nos sèche-cheveux et ce projet de soucoupe et cet effet Coanda. Concrètement, c'est quoi? On est sur l'utilisation d'une soufflerie Oui. pour faire tenir ces engins en l'air et les faire mouvoir dans l'air? Je vais vous le vulgariser à un niveau où je comprends parce que j'ai pas la prétention. Je te remercie. Comme ça, En tu seras à notre aéronautique. niveau. Vous voyez les souffleries Dyson, que ce soit bah, ce qui vous sert à faire les cheveux ou ce qui ventile les maisons, en fait, on voit bien qu'il n'y a pas de pale, contrairement aux autres, qu'on appelle ça les ventilateurs. Ça marche avec un circuit et dedans, vous avez une bille. Et la bille, elle est sous pression et c'est ce qui fait la ventilation. Bah, c'est à peu près la même chose qui se passe dans ce genre de moteur. Vous allez d'ailleurs pouvoir en voir les détails, les coupes des brevets qui ont été très durs à récupérer. Je vous raconterai comment. Et enfin, il faut savoir que ce qui est intéressant avec cet Avrocar et avec ces soucoupes volantes américaines, les vraies, enfin, que voilà, et bien, tout simplement, elles peuvent décoller à la verticale. Et ça, c'est pas commun pour les objets. Tout simplement, aujourd'hui, ce qu'on connaît le mieux qui décolle à la verticale, c'est simplement les hélicoptères, les drones domestiques. Ça, on le voit. Et pourtant, en fait, c'est vachement plus ancien. Ça s'appelle un VTOL. On en parlera un petit peu plus loin. D'accord. Donc, je vais vous raconter un petit peu la genèse de ce projet 1794, ou plutôt de la déclassification de ces papiers, parce que je suis loin d'être la première à pouvoir vous les montrer. Seulement, dans le monde francophone, je trouve qu'il y a une certaine omerta, un silence ou une pudeur, peut-être, à ce sujet, parce qu'on devrait être tous là en train de balancer des fanions et de dire youpi, tous ceux qui ont vu dans nos grands-pères, grand-mères ou même nos parents dans les années 60 à 80, ces fameuses soucoupes dans le ciel ne sont pas du tout des dotés d'une imagination excessive, ils ont peut-être vu tout simplement un aérocard. Il y a, je dirais, une certaine omerta là-dessus, alors que ça fait 10 ans. 10 ans que ces documents que je m'apprête à vous montrer ont été déclassifiés et donc portés à la connaissance du public. Seulement, j'ai l'impression que ça a peut-être heurté certaines personnes, et puis soyons tout à fait honnêtes, moi j'ai galéré pour les retrouver. Beaucoup de liens ont été cassés, il a fallu que j'utilise quelques petites astuces pour pouvoir les retrouver. Tous les articles de presse qui en ont fait mention, donc il y a à peu près 10 ans, ont tous vu leurs liens coupés. Je pense pas que ce soit intentionnel, je pense que c'est plus de la maladresse. Néanmoins, ça a rendu beaucoup plus difficile mes recherches. Donc vous pouvez le voir, là vous avez en premier toutes les références, c'est-à-dire le haut du classeur, tout simplement. Là, vous voyez marqué projet Avrocar 1794, Final Development Summary Report. Et vous avez la table of contents également. Vous avez toutes les références, la date, et vous voyez bien la petite mention en bas qui est trop mignonne, secret, barré. Et puis sur le petit capot également, Declassified, Authorization, etc. Donc ça prête un petit peu juste à le passer en revue parce que j'insiste, je ne suis pas ingénieur en aéronautique, je ne peux pas vous expliquer toute la magie de cette machine. Néanmoins, là, ce que vous pouvez voir sur le premier slide, comment se positionne le pilote. Moi, je trouve ça magique. Je m'imagine bien à bord de ce petit Avrocar pour aller faire mes courses.
Il n'y a pas beaucoup de place pour le stockage, mais néanmoins, je m'y mets très bien, juste pour voir comment ça fait de décoller effectivement à la verticale. Vous pouvez voir également à l'intérieur comment se situe le prototype. Alors, on a un siège éjectable hein, quand même, hein, c'est pas rien, on est sur de la technologie, on a pensé à la sécurité avant tout. On doit avoir, voilà, on les voit aussi, c'est mignon, les petites, qu'on appelle ça, la ceinture de sécurité. Vous pouvez absolument tout voir. Je ne peux pas, moi, vous le reconstruire, j'insiste, je n'ai pas les compétences pour, mais ce que j'apprécie beaucoup vous montrer avec cet ensemble d'éléments qui, à mon avis, vous n'avez encore jamais vu et qui pourtant, j'insiste, ça fait 10 ans qu'ils sont disponibles, voyez le manque, comment dire, de détails que certains, je veux pas citer qui, quoi ou qu'est-ce, mon idée n'est jamais d'attaquer ab nominem, mais des gens qui vous parlent, ouais, j'ai travaillé au développement ou à la rétro-ingénierie de tels appareils, pourquoi vous n'êtes pas capable de nous fournir ne serait-ce qu'un huitième ou un dixième de la fiabilité de ces plans? Là, on comprend déjà quand même un petit peu mieux, vous voyez. Et ça, on voit que c'est quelqu'un qui a travaillé, qui a réfléchi. Ce sont des vrais plans, contrairement à d'autres où je vois bien, bah, qui essaie de se positionner tel quel, mais qui ne crée pas, je dirais plutôt un environnement de sécurité et de fiabilité par rapport aux éléments qu'il propose. Là, vous avez des éléments qui, je pense, vous montrez ça à quelqu'un qui travaille dans l'aéronautique, sont intelligibles, sont partagés, sont compréhensibles et surtout fonctionnent. Vous voyez sur la dernière slide de cet Avrocar, de ce projet 1794, comment il décolle, le fameux décollage vertical. Et ça, c'est quand même, voilà, je dirais aussi un élément qui revient dans pas mal de personnes qui ont vu qu'on appelle ça des ovnis tout simplement, vous disent il a fait des manœuvres ou des mouvements qui sont pas cohérents par rapport à ce que je connais moi de des avions, des éléments que je vois qui volent. Et ben ça c'est un VTOL et effectivement ces soucoupes pouvaient décoller au pied levé comme ça tout simplement. Alors la légende veut que effectivement il volait pas bien, ce projet a été interrompu parce que malgré les financements, malgré les réajustements, il y avait des difficultés à maîtriser notamment la trajectoire en vol à haute vitesse. Je vous laisse donc imaginer les dégâts. Ça veut dire en gros qu'il pouvait se prendre une montagne ou se faire déstabiliser, bref qu'il pouvait y avoir des accidents assez graves impliquant à la fois donc des militaires en test mais aussi des civils puisqu'il faut bien voler quelque part quand on fait son test. Officiellement, c'est la raison pour laquelle ce programme a été interrompu. Moi, c'est ce que j'avais entendu dire sur ce projet Avrocar. On avait eu l'occasion d'en parler, je me rappelle notamment avec Franck Morin, qu'on avait essayé de présenter ce qui pouvait être des non-ovnis, puisque Ouais. identifiés pour le coup, et qu'on était face à une technologie, certes, qui pouvait faire penser à des ovnis, Mm, mm. mais qui était limitée d'un point de vue technique et déplacement. Mais ça, c'est officiellement, parce que, bon, on va voir un petit peu plus D'accord. dans cette émission qu'il existe d'autres choses et que j'ai un peu de mal à croire à cette version des faits autour d'une idée de dysfonction, de ne pas arriver à maîtriser. Je pense qu'il y a peut-être eu des problèmes de négociation par rapport aux équipes, je vais vous dire, et on le voit bien dans Black Programme, c'est souvent le facteur humain. Le vrai problème dans les programmes secrets, tout simplement, ça tourne mal, ça tourne au vinaigre parce que les gens ne s'entendent pas. Il y a des dissensions au niveau éthique, au niveau moral, au niveau de la rémunération aussi, si vous intéressez un petit Toujours. peu, toujours au niveau de tout ce qui est donc les transfuges, les fameux walk-in. Tout simplement, vous verrez qu'un espion qui va vendre ses secrets à un autre gouvernement, qu'est-ce qu'il fait? Bah, généralement, il y va pour du pognon, hein. La plupart du temps, ils vous le vendent en vous disant que c'est pour des raisons éthiques, et les trois quarts du temps, c'est parce qu'ils sont endettés ou qu'ils ont des problèmes, donc qu'ils se vendent, tout simplement. Je voulais soulever quand même le parallèle, si on peut dire esthétique, on va dire formel, entre l'Avrocar et les représentations que Anton Parks avait données dans les tout premiers temps des fameuses Giguirla, les soucoupes volantes qu'il a vues dans ses visions. Moi, je trouve qu'en termes de parallèle esthétique, il y aurait eu mille raisons que ça ne se ressemble pas, mais c'est pas le seul vaisseau qui ressemble à celui qu'il a pu voir dans ses visions. Ça ressemble particulièrement. Moi, la ressemblance, par contre, m'a frappé énormément. Et il faut savoir, d'ailleurs, on en parlera un petit peu plus tard, qu'il y a des effets liés au frottement de l'air quand on a ce type en fait, de véhicule qui est soit dans la haute atmosphère, soit dans une atmosphère très sèche à basse altitude. Ça produit des étincelles, ça produit un frottement et donc ça brille de manière extrêmement forte. Donc ceux qui voient effectivement cette impression de il y avait une boule de feu ou c'était très brillant, ça peut être lié tout simplement à un phénomène physique et non pas à un prodige de la technologie et c'est toujours important de le rappeler. D'accord. Deux réflexions que je me fais donc sur les représentations, notamment par rapport à ce que Anton avait décrit dans ses ouvrages. Est-ce qu'on peut imaginer que cet Avrocar, on est face à un prototype issu de rétro-ingénierie, c'est-à-dire visant à copier une Hmm. technologie pour le coup non humaine?
J'en suis fondamentalement convaincue. Malheureusement, quand on a des prétentions extraordinaires, il faut des preuves extraordinaires. C'est pas moi qui le dis, c'est Carl Sagan. Et effectivement, moi, je peux que vous amener, vous le retrouverez dans Black Programme, des extraits de séances de remote viewing qui ont été conduites, c'est très important de le dire, donc déjà un par les services secrets américains, deux par différents opérateurs. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça implique qu'il y a plusieurs personnes qui ne se connaissaient pas, qui ont vu la même chose, qui ont vu ce qu'on pourrait amalgamer avec une tentative de rétro-ingénierie et non pas sur des soucoupes volantes. Et c'est là que c'est très intéressant. Il s'intéressait plutôt à un autre vaisseau qu'on s'apprête à voir plus loin. Donc je suis absolument partisane de la théorie de la rétro-ingénierie. Cependant, avec une telle prétention, il me faudrait une preuve exceptionnelle que je n'ai pas à vous fournir, si ce n'est, c'est quand même, je dirais, très précieuses séances de remote viewing qui ont le mérite d'avoir été déclassifiées, mais surtout qui existent. J'ai envie de vous dire, moi je raconterais ça, sinon bah, ça serait freestyle. En fait, je pourrais vous dire, ouais, j'y crois, mais j'ai pas d'éléments. Là, on a enfin un nouvel élément à se mettre sous la dent. Et vous allez voir que c'est, voilà, pas piquer des hannetons, on en parlera peut-être un tout petit peu plus tard si tu le veux bien. Avec plaisir. Et Et juste, je t'en deuxième prie. réflexion que je me faisais, c'est que cet abroca, ok, ça peut faire penser à un ovni, dans le sens où il y a un décollage vertical, certainement, je ne sais pas en termes de bruit ce que ça représente, parce qu'on sait que les ovnis, il y a souvent un léger bourdonnement, voire pas de bruit du tout, mais en tout cas, on se rapproche pas Oui, des performances que certains observateurs ont pu avoir avec des accélérations à Mach je ne sais combien, avec des changements de trajectoire à vitesse hypersonique. Bref, toutes ces choses que depuis des années où moi j'ai découvert l'ufologie, oui. euh, je me dis et on me dit que c'est impossible que la technologie humaine puisse remplir ces critères-là. Tout à fait. Et ce qui est très intéressant de souligner par rapport aux éléments que tu apportes, c'est le fait que l'observation est déterminante, c'est-à-dire qu'on peut observer un phénomène, on en parlera notamment à la fin, un phénomène dont j'ai pu être témoin moi-même. Je regrette, j'ai pas de film encore une fois et je n'ai que ma bonne foi, mais je peux vous dire que j'ai interprété de manière, comment dire, je peux pas dire erronée, mais de manière biaisée, un ovni. Parce que je ne disposais pas des connaissances en aéronautique que j'ai pu confronter avec plusieurs pilotes et donc confirmer qu'en fait souvent on interprète un mouvement comme étant spectaculaire ou différent des technologies que nous on possède. En réalité c'est un, comment dire, c'est une rencontre d'éléments qui en soi font que c'est possible. Et je vous parle pas du fameux ballon météo de Roswell ou soi-disant, ah bah non, c'était pas une soucoupe, c'est un ballon météo. Je vous dis, on va voir ensemble un élément très simple, très concret. Vous inquiétez pas, c'est pas, voilà. Je suis pas là, et ça aussi, c'est important que vous puissiez le savoir, et je pense que ceux qui me connaissent le savent parfaitement, mais je suis pas là pour vous fournir des éléments déclassifiés. On connaît bien la technique de l'APA, qui sont là pour créer la diversion. J'insiste, moi, ma démarche à la base, elle est celle qui est quand même assez ouverte. Il y a pas, j'accepterai toute forme de réponse. Je suis pas en quête avec une mission dans le but de démontrer un truc ou de pas Bien, en démontrer. bien sûr, on est là pour construire des réflexions, des connaissances solides pour pas partir dans tous les sens sur le phénomène ovni et du coup contribuer à sa décrédibilisation. Ça. Il faut avoir un maximum d'informations, de culture autour de ce phénomène pour pouvoir l'appréhender et encore merci de nous apporter ça, Anaël. Bah, moi, je fais pas grand-chose et je vais vous le dire, et vous le savez certainement pour tous, les Nuréens, mais il y a beaucoup de gens qui ont perdu non seulement leur crédibilité sociale, mais aussi leur vie dans de telles croisades, à essayer juste de montrer quelque chose gentiment, parce que c'est un sujet extrêmement sensible. Ça l'est plus maintenant, parce que je peux vous montrer tout ça, parce qu'aujourd'hui, on est clairement plus sur la même technologie. Je pense que voilà, on va en parler en fin d'émission. On n'est plus sur les grosses soucoupes. Ces grosses soucoupes-là, elles ont été utilisées pendant très longtemps. On nous a sorti des petits films, là, vous pouvez voir des petites captures d'écran que j'ai fait, où le pauvre petit appareil n'arrive pas à décoller, il dodeline timidement au-dessus du sol. C'est une manière un petit peu gentillette d'essayer de nous faire comprendre, oh, ben, on a mis des millions dans un projet qui servait à rien. Je n'y crois pas un seul instant. On ne mit pas autant d'argent pour un truc qui dodeline gentiment au-dessus du sol. Ça s'appelle effectivement un appât. C'est une manière de faire diversion. Néanmoins, la technologie existe. Ils ont eu quand même la grande honnêteté intellectuelle de partager cet élément qu'ils auraient pu tout à fait cacher, dénier. Parce que j'insiste, il y a quand même des gens, il y en aura encore aujourd'hui, j'en suis sûre, dans certains coins où les gens qui n'auront pas vu cette émission, qui se feront dire, mais vous avez bu un verre de trop, ma petite dame, ou vous avez trop vu le film de SF, alors qu'ils ont bien vu ce qu'ils ont vu, tout simplement. Et mon but, c'est d'essayer d'apporter des éléments de crédibilité à ces personnes pour qu'elles ne se sentent pas isolées, parce que c'est vraiment une psyops, c'est-à-dire qu'on se retrouve dans une tentative de décrédibilisation, parce que c'est même pas une tentative, une destruction morale et psychologique, parce qu'on a vu ce qu'on a vu, on vous dit que non, l'ensemble de la société vous dit que non, vous dites, oh là là, j'ai un problème, alors qu'en réalité, vous avez bien vu ce que vous avez vu, tout Des simplement. décennies plus tard, des documents déclassifiés montrent que c'était une réalité.
Exactement. On a un autre cousin, comme je vous l'ai dit, il y a toujours des programmes cousins et c'est très intéressant de l'Avrocar, c'est le Silverbug. Il est absolument magnifique. Celui-ci, on n'a aucune vidéo de lui en vol. Donc je pense bien qu'effectivement, comme le projet, pardonnez-moi, Y02, qu'il y en a et qu'on retrouve, c'est la forme qu'il y avait dans le fameux reportage de Fate en 53, ça marche. Ça marche et c'est très important. On n'aurait pas mis, pardonnez-moi, autant de pognon dans un truc qui ne marche pas. Ça n'a aucun sens. Ou alors ça aussi, c'est un black programme dans le black programme qui sert à cacher encore quelque chose. Mais quand on rentre dans ce genre de raisonnement, il n'y a plus de fin. C'est plus Oui, possible. mais c'est malheureusement le jeu de l'information, de la désinformation qui tourne en boucle. Exactement. Et c'est alors, vous allez me dire, mais comment on a fait pour cacher au public ce type d'engin pendant des dizaines d'années, pendant un demi-siècle? Eh ben, c'est très simple. Mais où sont testés les engins volants? Est-ce que vous avez déjà vu une aire de test d'avion? Bah, pour la bonne et simple raison que ça n'existe pas. Où est-ce qu'on fait des tests? Je vous le donne en mille. Dans des souterrains, ça peut paraître absolument contre-intuitif, mais en réalité, un tunnel pour tester le potentiel d'un avion ou d'un engin volant, même si on fait un drone par exemple, c'est toujours dans des tunnels. Donc la plupart du temps, on peut le mettre dans un hangar, mais c'est pas forcément super sécure. Il vaut mieux le mettre dans un souterrain, d'où le lien avec les fameuses bases souterraines qu'on explorera, je pense, dans le cadre d'une autre émission. Mais comprenez bien qu'en réalité, les soucoupes volantes et les souterrains, c'est sacrément lié, alors qu'encore une fois, vous dites ça dans la rue, mais Oui, c'est contre-intuitif de tester des appareils qui volent sous terre. c'est ça. Et la marmotte, tac, tac, tac. J'ai bien conscience de ce dont ça a l'air. Et là, on le fait à toute vitesse parce qu'on est dans le cadre d'une émission. Comprenez que j'insiste, c'est 3 ans d'enquête qui sont condensés de manière avec un fil conducteur d'enquête. Donc, c'est pas du tout rébarbatif. Je vous raconte pas A plus B, etc. Il y a de la narration, mais comprenez que là, on y va très, très vite. En réalité, il y a beaucoup plus d'arguments en faveur. Là, je ne fais que vous le sortir pour que ça rentre. On, on le répétera jamais assez, c'est pas en une émission d'une heure et demie, 2 heures qu'on va pouvoir donner tout le contenu d'un livre. Le but, c'est de donner des éléments, des informations, de quoi réfléchir. Et puis si on peut, modestement, inciter les Nuréens à prendre les bouquins, à se pencher dessus, à se caler 3 4 heures et à lire ça attentivement. Sur ces ovnis testés dans des bases souterraines, on a quand même écho de certains lieux aux États-Unis, parce que c'est la place to be autour de ces phénomènes ovnis. Pourquoi donc? Je pense que le livre y répond en grande partie. Euh, on a des zones comme la zone 51, où il y a énormément d'observations qui pourraient, elles aussi, être le fruit de tests de ces pareils-là, tous ces prototypes que tu viens de nous montrer. Enfin, Ah bah, prototypes, tout. Oui, prototypes, mais fonctionnels. je vais même vous donner dans ce bouquin, je vais pas le dire là à l'antenne, mais je vous donne dans le bouquin l'endroit où a été testé la base souterraine dans laquelle a été testé ces appareils-là. Et ça, je peux vous dire que jusqu'ici, il me semble, personne ne l'avait donné. Et c'est très important. Pourquoi? Parce que j'y suis arrivée grâce à un chercheur qui n'est plus là, je crois, aujourd'hui, c'est Monsieur Alexandre Ducros. Il est encore parmi nous, mais mille excuses, mais je crois bien qu'il est décédé. C'est un homme extraordinaire qui était déjà un grand ingénieur et qui, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, avait prédit ce que serait l'armement de la troisième, si malheureusement elle devait advenir. Et je peux vous confirmer que tout ce qu'il a dit, c'est absolument réalisé. Ses livres sont absolument introuvables. Ça a été une galère de me procurer les 3 dont j'avais besoin pour cet ouvrage. Et cet homme a travaillé sur une de ces bases. Donc il faut savoir qu'il y a quand même des ingénieurs français qui ont prêté leur concours au développement de ces petites machines volantes non identifiées. Et quand vous voyez donc ce wind tunnel là qu'on peut voir sur cette photo libre de droit, c'est exactement dans ce genre de surface qu'on apprend entre guillemets aux soucoupes à voler. Et ça, encore une fois, ça paraît totalement contre-intuitif, mais c'est là qu'on les teste parce que après, à quoi ça sert? On va le voir dans un petit peu plus loin dans cette émission, mais ça a un usage. On ne crée pas des appareils secrets avec des formes discrètes, avec des systèmes de propulsion exceptionnels, juste pour le plaisir de la découverte et de l'évolution. Tout ça sert des projets, on en est bien d'accord, on ne met pas autant d'argent pour rien. Souvent, quand il est question de témoins d'OVNI, il est aussi question, parfois, quand on ne voit pas tout l'ensemble du corps, du visage ou des yeux un petit peu étranges de ceux qui y sont à bord. Regardez cette petite slide et dites-moi, mais qu'est-ce que c'est? Je vous ai un peu donné la solution dans ma question, mais effectivement, mais qu'est-ce que c'est?
Ben, c'est des lunettes d'aviateur, tout simplement. Et ça, c'est vrai qu'on ne se rend pas compte quand on va dans un appareil, imaginez, réfléchissons ensemble, ultra secret, qui a un système de compression hyper fort. Là, c'est le seul où je peux pas vous donner les noms parce que effectivement, c'est pas des gens qui voulaient raconter ce qu'ils avaient fait plus en détail, mais c'est des gens qui sont vraiment à bord d'engins particuliers qui m'ont fait l'explication de, on peut pas, c'est pas anodin. Si on se fait écraser la figure à Mac plus machin, effectivement, ben, on a besoin d'un casque particulier, on a besoin de soins particuliers, on a besoin, ça peut paraître débile là aussi, de collants. On met un collant, on met de la résine, on met des trucs très particuliers pour que le corps survive au choc que subissent les pilotes, tout simplement, à bord de ces appareils. C'est une question qui a souvent été abordée sur les ovnis, c'est comment le corps encaisse Pas bien. le nombre de G qui découlent des vitesses qui sont atteintes. Donc après, est-ce que ce genre d'équipement, comme on le voit sur cette diapo, ce genre d'équipement, lunettes, masques, qui ont un rôle de protection, suffisent à contrecarrer les effets des vitesses qu'on Non, imagine? pas maintenant. Ça, c'est vraiment juste pour la Première Guerre Ça, c'est mondiale. les prémices. Je vous laisse imaginer un mec de la campagne, il voit un aviateur dans son avion qui est carbonisé, éclaté, et le mec il sort comme ça, d'ailleurs peut-être lui-même, malheureusement l'aviateur n'a pas survécu, il est un peu carbonisé, il lui reste son équipement bizarre sur la tronche, je vous laisse imaginer l'effroi du gars. Si vous n'êtes pas dans l'aviation vous-même, ou vous n'avez pas de connaissances militaires, vous vous dites c'est un extraterrestre, le machin il est Et bizarre. les lunettes, on a la forme sur ces lunettes d'aviateur, on a la forme en amande Classique. chère aux représentations qu'on a de ces fameux petits gris. Et c'est la même chose qu'on retrouve dans les avions modernes, on va dire en tout cas ceux qui sont déclassifiés. On a des casques qui prennent absolument toute la tête. On a aussi qu'on appelle ça air supply. En gros, de quoi vous oxygéner, y compris de force, puisqu'il y a des dépressurisations qui peuvent arriver régulièrement au sein de ces appareils. Donc il faut injecter de l'air pour éviter qu'il y ait un effondrement, ne serait-ce que de la cage thoracique, et puis qu'il y ait la mort aussi, tout simplement. On a les petits ronds autour des yeux qui apparaissent soit rouges, soit verts. Je sais plus pour quelle raison, je crois que c'est les lunettes infrarouges ou quoi qui donnent cet effet un petit peu bizarre, mais vous voyez ça débarquer dans votre jardin, mais moi la première, puis qui pue un peu parce qu'effectivement il a peut-être son espèce de crème ou quoi qui l'aide à supporter tout l'équipement qu'il a sur lui, mais vous vous dites, mais c'est un extraterrestre. Il faut comprendre qu'il y a tous ces biais-là qui rentrent en jeu, et donc à aucun moment, je me sers de ça pour dire que tous les gens qui ont été témoins sont des gens qui ont vu des pauvres aviateurs tomber de leurs avions expérimentaux, mais simplement que ça peut arriver sur un gros malentendu en fait. Et même moi, la première qui suis super calme et tranquille, je vois ça, honnêtement, je sais pas comment je réagis psychologiquement, on ne sait jamais comment tout ça peut être interprété. Ouais, il y a matière à se méprendre, effectivement. Et dans les soucoupes volantes, on est effectivement, là aujourd'hui on parle des soucoupes, mais il y a exactement, on va dire, leur cousin éloigné, on appelle ça les wings, ce sont les vaisseaux un petit peu plus de la forme boomerang, et alors ça, on va parler de ce qui se passe actuellement aujourd'hui par rapport à ces fameux vaisseaux. Et je vais vous dire, c'est comme on dit, moi je l'appelais comme ça, ce petit slide, avant le Faucon, parce qu'effectivement, leur vaisseau maître, ou en tout cas un des vaisseaux que nous connaissons actuellement aujourd'hui, s'appelle le Faucon, qui ne tombera pas dans une oreille sourde sur ceux qui connaissent particulièrement les chroniques du Nirkou. C'est pas rien, c'est le fameux Horten. Alors le Horten ou le Gotha, eh ben, vous savez quoi? Ça, c'était un des vaisseaux secrets d'Hitler. Alors, ceux qui sont férus du faux me diront, mais oui, je connais. En attendant, vous sortez dans la rue, vous dites Hitler avait des espèces de vaisseaux boomerang, les gens sont morts de rire. C'est pas passé encore dans on va dire, dans le ferment communément partagé. Ça serait hyper important parce que tous ceux qui sont témoins, et j'insiste, je crois fermement en ce que les gens disent, je suis pas là en train de décrédibiliser à chaque fois les propos des témoins, même qu'on peut me rapporter parfois, ça peut être des appareils comme ça. Donc la culture générale est essentielle pour qu'on parvienne ensemble à voir exactement ce à quoi nous sommes confrontés. Parce que souvent on se dit, je vois le monde tel qu'il est. Nous ne voyons pas le monde tel qu'il est. Nous voyons le monde à hauteur de ce que nous sommes capables d'imaginer, à hauteur de nos connaissances. Donc si on n'a pas de référentiel large, on est confronté à un spectre très 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 réduit, la réalité. Simplement, un tout bête exemple, tout le monde sait que les rayons infrarouges existe et que l'ultraviolet aussi, pourtant on les voit pas et pourtant c'est une réalité. Donc c'est important pour ça, pour tous ceux qui sont témoins d'OVNI ou qui aimeraient être témoins, donc qui se confrontent à ce type d'observation, faites une histoire extrêmement poussée et avancée de l'histoire de l'aviation en détail, parce que sinon vous allez être confronté à des faux positifs et c'est hyper décevant pour vous et pour les autres, tout simplement.
Alors ensuite, on va passer à YB35, qui est aussi un des petits, on va dire, ancêtres du fameux Faucon. Et celui-là, bah, c'est un petit peu la firme qui nous intéresse tout au long de Black Programme. Il est issu de Northrop Grumman. Northrop, qui, pour beaucoup qui s'intéressent au sujet, on va dire, de la mystériologie, n'est pas une inconnue en tant que firme mère de nombre de créatures assez cauchemardesques qui peuplent, on va dire, le domaine du mystère. Est-ce que toi, tu connaissais, Guillaume, la Northrop? Non, non, il y a certaines firmes que tu cites dans le livre, je pensais à Lockheed Martin, Oui. qui sont connues, d'autant plus depuis les dernières révélations de David Grush et de ces gens-là des États-Unis. Mais Northrop Grumman, Quand même. je te laisse nous en dire un peu plus sur ce groupe-là. C'est un petit peu comme Lockheed, effectivement, Lockheed qui a fait Lockheed et qui est devenu après Lockheed Martin. C'est quand même quelque chose d'assez particulier. Ce sont des gens qui travaillent pour le gouvernement et qui ont toujours des contrats à hauteur de plusieurs milliards de dollars et qui, à chaque fois qu'il y a une fuite, ça finit en pugilat au niveau des tribunaux militaires. C'est-à-dire que vous parlez, vous avez bossé là-bas, vous parlez, vous finissez en tôle à vie et pas juste la petite zonzon normale, on vous met pas à l'ombre dans un édifice normal, on vous met dans une prison de sécurité. Il se passe des choses là-bas qui sont, à mon avis, bien au-delà même du simple secret militaire stratégique. Pour qu'on colle des peines aussi graves, et on en parle dans ce bouquin notamment à la fin, on a deux, trois petits zigotos comme ça qui ont essayé de faire les malins et qui ont vendu leur brevet à l'étranger. Ils se sont fait retrouver fissa et il leur est arrivé des trucs terribles. Donc, ce qu'on peut comprendre, c'est non pas que j'ai un élément exceptionnel à vous fournir, mais par déduction, si vous voyez de telles peines s'appliquer et un silence, mais frappant, puisque Northrop, il est très très peu connu, ça veut dire qu'il y a vraiment quelque chose à cacher. Et quand on voit que ça s'est passé depuis bien longtemps, c'est-à-dire ça fait plus de 100 ans, enfin ça va bientôt faire plus de 100 ans, qu'ils sont en train de développer des armes particulières, ces gens-là, non seulement il y a Lockheed, mais il y a eux. Et eux, c'est les premiers à faire punir extrêmement sévèrement ceux qui ont bossé et qui ont trahi. On le voit encore une fois dans cette représentation. En fait, pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on fait des wings? Tout simplement parce que ça passe mieux en dessous des radars. C'est pas juste pour s'amuser à faire des formes bizarres qui vont faire croire à l'ennemi que vous êtes en présence d'un vaisseau extraterrestre, parce qu'effectivement, bah, quoi de mieux, et c'est sur une des citations comme ça que je finis cet ouvrage, Black Programme, quoi de mieux que de faire croire à un tiers qui intervient à l'étranger pour cacher ses propres activités, par exemple d'espionnage, c'est-à-dire moi je suis les États-Unis, je vais chez mes copains ou chez mes ennemis, je prends un vaisseau qui est un petit peu habillé différemment des autres, je dis mais non, c'est pas moi, prouvez-le que c'est moi, non, non, c'est les extraterrestres, comprenez qu'on est face à un enjeu stratégique essentiel, mais là c'est pas ça, on n'est pas sur l'idée du déguisement, on est sur l'idée de passer à travers un contingent, pardonnez-moi, stratégique passé sous les radars. C'est très important de comprendre que les formes très bizarres de ce que vous pouvez voir dans le ciel ne sont pas purement esthétiques, ce n'est pas non plus que pour gagner de la vitesse, c'est pour échapper à certains contrôles, tout simplement. Alors, encore une fois, voyez que cette histoire de Wings, depuis 46, si je me trompe pas, oui, 46, c'est le plus vieux que je vous propose, 46, 48, 49, c'est hyper connu. Donc, je suis très étonnée, encore une fois, qu'on n'en parle pas. Je ne sais pas pourquoi, dans le milieu UFO, il y a une pudeur là-dessus, c'est extrêmement discret. Il faut creuser, il faut aller vers des chercheurs ultra spécialisés pour qu'on commence à vous évoquer ce type de sujet. Sinon, on vous dit, ah bah oui, c'est sûrement les extraterrestres sans autre forme comment dire, de procès ou de cérémonie. Je trouve ça assez grave parce qu'intellectuellement, on le voit, on le sait, c'est aux mains de l'humanité depuis bien longtemps. Et ça aussi, on les retrouve dans les séances de remote viewing. Et c'est à l'intérieur de ce type de vaisseau que, si vous prenez le temps de lire Black Programme, que vous le verrez, qu'ils ont trouvé des sarcophages. D'ailleurs, ils l'ont pas juste trouvé le vaisseau. Apparemment, ils l'ont coupé en deux. Et quand ils ont eu fini de le couper en deux, ils ont essayé d'en sortir l'espèce de sarcophage, d'en faire quelque chose qui était certainement aussi à la fois le système de rétropropulsion, mais également un système peut-être de soins avancé. Et Les, ça, c'est les pas... fameux medbed. Oui. Et j'insiste et j'en suis navrée, je n'ai aucune preuve, j'ai pas un medbed chez moi que je peux vous sortir derrière le placard, je l'aurai, je vous le montrerai de bon cœur. C'est juste qu'il y avait, pardonnez-moi, mais il y avait aucune raison que ce type de choses sortent sur des séances différentes, avec des gens différents, sur du remote viewing, sur des gens qui cherchaient à la base des infrastructures nucléaires. Leur mot d'ordre, ces gens, en fait, je les ai trouvés dans des opérations qui avaient pour but de faire sortir où étaient cachées les usines de développement nucléaire des ennemis des États-Unis à l'époque de la guerre froide. Et là, le gars est super gêné, il dit, mais je vois un truc, je comprends pas. Alors, l'hypnologue qui gère cette session est très bien, il cadre, il dit, bah, dis toujours ce que tu penses, et puis on voit ses notes aussi. Ce qui est extraordinaire dans la numérisation de ces documents, c'est qu'il y a les notes du mec après, notamment quand il y en a un qui, c'est comment on appelle ça,
une des personnes qui part en hypnose qui voit un satellite et qui dit bien en marge, l'hypnologue, ah, il a sûrement vu un satellite, mais voilà, il veut pas influencer la séance, donc il la zip et il laisse le mec déballer ce qu'il a à dire. Mais ces sarcophages, dans ces vaisseaux particuliers, reviennent très régulièrement et sont dans des hangars souterrains. Donc encore une fois, et surtout dans les années 60, enfin, je veux dire, mais quelle idée, c'était même pas dans le, comment dire, dans les codes culture de la SF. Il y avait aucune raison que quelqu'un se mette à déballer des histoires comme ça. Et le fait qu'ensuite on ait développé des vaisseaux de la sorte me paraît quand même assez révélateur. Encore une fois, je pense qu'il y a bien plus à dire, mais encore une fois, je regrette. Si seulement j'avais un vaisseau à vous fournir aujourd'hui, je le ferais. Si je dois résumer ce que tu viens de nous dire, histoire qu'on se comprenne bien, Oui, sur la base de ces séances de remote viewing, j'imagine que tu fais référence notamment au projet Stargate, développé par la CIA, avec tous ces s'il vous grands plaît. remote viewers, Ingo Swann et compagnie. Pour Oui, ceux qui ont suivi tout le travail avec Fabrice Bonvin, les Nuriens, vous connaissez tous ces programmes très sérieux de remote viewing. Euh, Ça voudrait dire que ces gens-là ont vu des appareils exogènes et que les modèles que tu nous montres là, ces ailes volantes, ce sont de la rétro-ingénierie basée sur des récupérations d'ovnis exogènes. exactement. Moi, c'est en tout cas la conviction intime que j'ai à la lecture de ces éléments. J'aimerais pouvoir vous fournir la correspondance des armées qui indiquerait que c'est bien le cas. Alors, malheureusement, je ne l'ai pas. J'ai qu'un élément que je vous soumettrai en fin d'émission qui tendrait à soutenir ce propos, mais qui n'est pas suffisamment. J'insiste, quand on a une prétention aussi forte, il faut avoir un élément aussi fort. Si j'avais l'élément sous la main en tant que vaisseau, je vous le montrerai, mais ce n'est pas le cas. Et tant que je ne l'aurai pas, et je vais vous le dire, je ne m'arrêterai jamais jusqu'à ce que j'ai une preuve suffisamment éclatante. Ça ne sera que du travail de déduction, du travail d'enquête. Néanmoins, jusqu'ici, je n'avais jamais vu, et c'est pour ça que je l'ai fait, cet ouvrage, un travail de recherche vraiment basé que sur des choses qui peuvent être démontrées. Je voulais parler du B2, donc le fameux B2 de Northrop. Pourquoi? Bah, déjà, pour ceux qui le voient, bon, peut-être pas ceux qui ne sont pas familiers avec les chroniques du Nirkou d'Anton Park, ça vous évoque rien, mais dès qu'on l'a vu avec Anton, nous, ça nous a déstabilisé. Il faut savoir que son autre code au B2, c'est aussi Black Falcon, donc le faucon noir ou l'oiseau noir. Et qui sait, dans nos visions, l'oiseau noir, ah bah, très simplement, c'est le vaisseau d'Horus. Et quand même, ça a été un petit peu troublant parce qu'il faut savoir que mon compagnon, enfin, mon mari, Anton Parks, a été en contact extrêmement longtemps avec un monsieur qui appartenait au programme SETI américain, monsieur Zeitlin, et son épouse. Et en fait, c'est des gens qui ont participé, c'est eux qui ont réalisé cette modélisation en 3D que vous pouvez voir là. Et il faut savoir qu'en fait, ces gens étaient fascinés par ce que racontait mon mari, et je comprends mieux, puisque c'est des gens qui ont certainement participé à des développements de Black Program, ça on en a la certitude, encore une fois, sans en avoir une preuve matérielle à vous fournir, c'est juste une conviction intime. Le fait qu'ils aient été intéressés par ces éléments n'est pas neutre. On voit bien que c'est partagé. Et très sincèrement, j'espère qu'un jour je vivrai ça, puisque quand même le B2 maintenant est une technologie, on peut le dire, obsolète, puisque nous pouvons le voir, nous avons des photos, des vidéos de vol, il est donc totalement obsolète. On est à une technologie bien supérieure. Maintenant, j'espère pouvoir voir un cockpit un jour d'un B2 pour voir si exactement ils ont peut-être reproduit certaines choses que nous, on a vues et gardées secrètes, notamment à propos du cockpit. Pourquoi? Parce que ça nous servirait d'élément d'authentification, notamment en cas de preuve de rétro-ingénierie. Et voilà, j'espère vivre assez longtemps pour assister à cet Ouais, élément ça serait d'authentification. intéressant que vous ayez accès à ces images et que vous puissiez, toi et Anton, nous donner votre ressenti entre ce que vous avez vu et ce que ces groupes militaro-industriels ont créé en termes de technologie. Une réflexion que je ne peux m'empêcher de faire, c'est, on le voyait avant avec les ailes volantes, c'était il y a 80 ans. Tu nous disais que le B2 est obsolète aujourd'hui. Oui. J'imagine en 80 ans, nous, en tant que civils, comme on a vu la technologie exploser, se développer autour de nous. Du côté secret et de ces programmes, de ces black programmes, ça a dû être exponentiel l'avancée technologique. Donc je pense qu'on a absolument aucune, mais vraiment aucune idée des prouesses technologiques dont certains groupes humains sont capables aujourd'hui. Et ce qui est d'autant plus intéressant dans ce que tu évoques, c'est que, un, il y a les progrès technologiques, et deux, et j'en parle énormément dans Black Programme, c'est les fameuses psyops, c'est-à-dire la fumée et les miroirs. En fait, la puissance d'une attaque réside plus dans l'effet de surprise que dans l'extraordinaire technologie qu'on peut déballer devant son adversaire. Plus on le déstabilise, le coup des carottes par exemple, plus on a du pouvoir sur lui. Et c'est là-dessus que jouent énormément les services qui développent ce type d'armement. C'est créer l'effet de surprise. Alors, allez savoir entre ce qu'ils ont développé en termes de technologie, plus le fait que c'est complètement inconnu et incompréhensible et donc indéductible, imparable, on est face à des attaques extraordinairement musclées. Je vais donc vous faire le petit parallèle mignonné du B2 entre sa silhouette
Pourquoi est-ce qu'on l'appelle aussi le faucon? C'est qu'il a effectivement la silhouette du faucon. Et puis voilà, on a aussi ma petite main qui se dirige vers tous les livres d'ufologie parce que c'est la même forme, c'est bzoup, ça va à la même vitesse. Je voulais enfin vous reparler donc de simplement du B2 parce qu'on imagine difficilement comment de telles prouesses peuvent être faites. Simplement, là, c'est pareil, un truc dont on me parle souvent. On me dit, j'ai vu un vaisseau tube et il y avait une soucoupe ou un autre vaisseau à plat dessous et c'est comme s'ils étaient reliés, comme s'ils se tenaient ou qu'il y avait quelque chose entre les deux, comme un cordon ombilical. Je voulais évoquer à ceux qui m'ont fait part de ces observations-là, simplement la méthode de ravitaillement du B2 qui ne doit pas être aussi différente d'autres appareils secrets. Là, c'est du kérosène, hein, si ma mémoire n'est pas trop défaillante. On voit, c'est comme effectivement un petit cordon, et tout simplement, il se raccorde. Alors, je vous montrerai un jour sur Instagram, je vous ferai un petit reel là-dessus, comment ça se passe, mais ça relève de l'art. Le gars qui est aux commandes du B2, de toute façon, je vais vous dire, je n'ai vu qu'une seule personne être, comment on appelle ça, gradée, promue, affectée, pardon, à un B2. C'est pas une élite. Ces mecs, c'est des machines. Je ne sais pas ce qu'ils ont dans la tête. Ils sont infaillibles. De toute façon, pour confier à un gars un appareil à plusieurs dizaines de millions de dollars, vous avez intérêt d'être face à un gars qui est effectivement infaillible. Et le gars, c'est de la dentelle. Quand il va se câbler au ravitaillement, c'est surpuissant. Quand on voit quelqu'un faire ça, il faut comprendre que ça a l'air fastoche en photo. En réalité, c'est une C'est œuvre d'art. à des vitesses extrêmement élevées, enfin, tout est de la précision. On est face à des surhommes, hein, sur ces pilotes-là. Ils sont, ils ont développé des capacités. Je pense même que, là c'est une petite aparté, mais je pense même qu'ils ne développent pas que des capacités cognitives à développer ces avions et que l'intuition rentre largement en compte quand on atteint ces vitesses-là. On en parle un peu dans Black Programme avec cette notion de soldat augmenté. Effectivement, moi je pense qu'on n'est pas sur de la sélection gratuite. On est vraiment. Il y a beaucoup d'autres programmes effectivement en cours pour pouvoir piloter ce type d'avion. Et enfin, tu parlais du présent. Le fils de l'oiseau noir, qui c'est? C'est le Lockheed Martin, pardonnez-moi, SR-72, dont nous n'avons qu'une modélisation qui est effectivement comme. Shenlong, je crois que c'est Shenlong, l'appareil chinois qui est son frangin, parce qu'il faut savoir que maintenant, on n'est plus juste dans des petits avions qui sont là, dans des très hautes sphères, on va dans l'espace. Maintenant, on fait carrément des passages dans l'espace et on revient. Et ça, c'est pas moi qui vous le dis, vous ouvrez un article spécialisé d'aviation militaire, c'est pas moi, j'insiste, vous trouverez des traces de cette assertion, c'est exceptionnel. Je n'ose imaginer ce qui est en train de se passer en orbite, tellement la violence de ces trucs, mais déjà la violence je sais pas si on est toujours avec des pilotes, je pense pas on doit être à 50-50, il doit y avoir encore quelques pilotes et beaucoup d'automatisation à distance, on va en parler après. C'est juste complètement dingue. Et pour ma part, et je ne suis pas la seule, donc c'est pour ça que je peux vous le dire, je crois que c'est un Autrichien, encore une fois, les Autrichiens, qui a vu Shenlong. On l'a vu avec Anton, et en fait, parce qu'il s'est montré à l'Occident. En réalité, on ne sait pas depuis combien de temps la Chine s'est dotée d'un tel appareil, qui concurrence donc le Lockheed Martin. Mais il faut savoir que même cet appareil qui n'est pas encore déclassifié et porté à la connaissance du public est déjà obsolète. On est sur une course à l'armement qui est absolument folle, et vraiment, j'insiste, je n'ai pas notion de la violence des combats qui doivent se jouer là-haut et sur lesquels il ne peut pas y avoir de publicité parce que déjà, c'est une zone internationale, on le dit pas assez, hein, mais l'espace, à la base, c'est comme sous terre, c'est le même problème avec cette idée, s'il y a bien un monde souterrain, et j'en suis convaincue, et j'ai les éléments pour, à qui ça appartient? Comment on le régente? Comment on régente les ressources qu'il y a là-dessus? Et c'est pareil dans l'espace. On est face à la même problématique. Donc même, il y aurait des appareils qui s'étriperaient tous les jours au-dessus de chez nous, mais comment on pourrait le savoir? On ne pourrait pas, parce qu'en fait, ça n'appartient à personne et personne ne doit rendre de compte de rien, sauf quand on détruit qu'on appelle ça des satellites, auquel cas, effectivement, ça crée des incidents diplomatiques. Et ça, je sais que nos gouvernements passent leur temps à essayer de recoller les morceaux parce que parfois, par action, par omission, il y a de la destruction assez intensive de satellites et c'est un problème tous les jours. Donc la guerre de l'espace, c'est pas une vue de l'esprit. Il y a de fortes chances que se déroulent des joutes entre appareils hyper sophistiqués mais bien humains dans l'espace. Exactement. Et pour pouvoir, forcément, qui dit moyen de transport, dit moyen de destruction de ces dits transports, a été développé notamment en Grande-Bretagne et déclassifié le fameux 3 millions de livres, le laser à 30 millions de livres, excusez-moi. C'est pas le seul. Je vais vous dire que ça, c'est une des armes qui permet effectivement, parce que si vous avez une cible rapide, comment vous pouvez l'intercepter? Si vous tirez un missile, ça prend trop de temps. Il faut effectivement quelque chose qui relève d'une réponse rapide. Ça, c'est un truc qui a été déclassifié parce qu'effectivement, ils ont dû faire feu. Ça peut tirer entre 2 et 3 kilomètres, ce type d'arme. Je ne sais plus, je crois qu'il y a la Chine, la Russie, la Grande-Bretagne, officiellement, voilà, qui l'ont. Mais il y a bien d'autres pays, évidemment. La France aussi doit avoir la même chose. En fait,
Comprenez que c'est vraiment une arme de dernier recours parce que vous tirez sur un engin comme ça, qu'est-ce qu'ils ont, les B2 et tous leurs consorts? Bah, des armes nucléaires la plupart du temps. Vous tirez là-dessus, vous avez autant de chances d'éviter le drame que d'en créer un. Donc comprenez qu'on n'est pas sur une guerre, justement tu évoquais Star Wars, à la Star Wars où on pourrait tous se tirer dessus comme ça à bout portant et c'est vite fait. Non, si on tire sur un appareil, c'est bien le problème des drones aussi qui explique ce qui s'est passé, notamment sur la vague OVNI dont on a tous été témoins récemment. Si vous tirez sur quelque chose et vous savez pas ce qu'il y a dedans, vous savez pas ce que vous allez déclencher. Et vous savez pas non plus si c'est pas pour détecter là où vous avez planqué un petit peu vos petits lasers pour pouvoir justement quadriller le terrain et vérifier où sont vos positions avancées de défense. Ça ressemble, et je me permets d'évoquer voilà, cette récente actualité, à une opération de quadrillage intentée soit par des personnes hostiles au gouvernement américain, soit peut-être par des petits plaisantins qui voulaient faire chanter les services secrets pour une fois qu'ils avaient détecté les emplacements de ces appareils de rétorsion, demander une rançon. Je ne sais pas, j'en suis pas sûre, mais moi, si j'avais dû mettre sur pied ce type d'opération, ça aurait été le but, clairement, c'est évident. Faire sortir le loup du bois. Exactement. Parce que c'est une guerre exactement comme dans les souterrains. Une fois qu'on a trahi ses positions, en fait, ça va extrêmement vite. Et même avec des appareils ultrasoniques, en fait, ça peut être réglé en quelques heures. Et c'est ça le drame. Pour conclure au sujet des soucoupes volantes, je voulais porter à votre connaissance le document déclassifié, une des pièces maîtresses que j'ai pu réunir au cours en fait de cette enquête. C'est quand même un document déclassé qui aurait été extrait des archives du KGB à la chute de l'URSS par le FBI et donc à la fois d'abord classifié par FBI puis CIA et ensuite rendu public en mai 2000. C'est un document qui est pas souvent exploité, pourtant que je trouve particulièrement intéressant puisqu'il évoque en fait la chute d'une soucoupe volante dans la région ukrainienne le 27 mars 1993. Donc c'est quand même un événement assez particulier. J'ai reprographié intégralement page 93 ce document puisqu'il explique que cette engin qui est tombé n'est pas seulement tombé vide, il est tombé avec à son bord plusieurs petits grilles. Ces petits grilles ensuite auraient procédé à une sorte d'autodestruction et à partir de ce moment-là, il y aurait même eu des pertes humaines. C'est assez particulier, je vous laisse découvrir ce document qui est reprographié là à l'écran, mais qui est également traduit intégralement en français, mais également commenté et analysé. C'est le document 0010-3001 qui a été déclassifié et rendu disponible sur le site de la FBI, du FBI, pardonnez-moi, en mai 2000. C'est aussi l'image 46, donc page 93 que vous retrouverez dans Black Programme. C'est un document de première main qui est surtout assez exceptionnel dans le sens où j'ai pas d'équivalent moi qui raconte exactement ce type de rencontre extrêmement rapprochée et surtout d'un incident, c'est-à-dire que c'était pas volontaire le fait de descendre cette soucoupe en pensant pouvoir en récupérer que ce soit des extraterrestres ou de la technologie extraterrestre. Donc c'est un document peu souvent cité et plutôt surprenant. Je voulais vous parler enfin de toute la famille des drones autour de ceux qui ont été déclassifiés parce que j'insiste, il y en a beaucoup d'autres de ces appareils-là. Oui, je suis passée direct au drone, je vais devoir vous faire une précision. Comprenez que les soucoupes volantes, les B2 dont on vient de parler et tous leurs petits frères et petites sœurs et cousins, cousines sont pilotés par des gens. En réalité, maintenant, on est passé bien au-delà parce que vous perdez donc non seulement un appareil à quelques millions, mais vous perdez aussi l'entraînement d'un gars qui est peut-être pas juste qu'entraîné psychologiquement, effectivement, qui vaut aussi toute une vie. Comment vous allez le remplacer? Comment vous allez le produire à la chaîne? Bah, on les produit plus, tout simplement. Donc, on est passé à, alors, on avait, comment ça s'appelle, des UAV. Ce sont simplement des drones sans pilote non armés, à des UKV. Ce sont des drones destinés à l'attaque, donc qui remplacent tout simplement les B2, tout simplement. Et on en a au niveau de l'Union européenne. Excusez-moi, justement, c'est le Neuron. Vous voyez bien Euro dedans, ça c'est celui qui appartient à l'Union européenne, mais il y en a plein d'autres. Et celui dont je voulais vous parler aussi, qui est états-unien, c'est le Falco, c'est le Faucon. Et on a également des noms qui vont vous paraître familiers. Alors encore une fois, je n'ai pas prétention à tout défoncer dans la vie, mais il y a le dragon rugissant et la menthe religieuse. Les histoires de reptiliens, de menthe religieuse, tout ça. Et pourtant, j'en ai vu dans mes visions, donc croyez bien que je suis pas là pour désosser une théorie. Moi, mais le vocable de la Voilà, sphère ufologique est repris pour baptiser ces engins. C'est quand à même... moins que ce soit l'inverse.
À moins qu'on soit tous au milieu d'un vaste filet tendu, contrôlé par des services secrets pour voir qui sait quoi, en parle à qui, où, quand et comment. Et le fameux bleu de méthylène ou la ruse de Havresac qui consiste à faire sortir un renseignement qui n'en est pas un pour le transmettre à l'ennemi, l'induire en erreur, le tout dans un contexte soi-disant ludique qui est le domaine ufologique. Je trouve qu'il y a quand même beaucoup d'éléments, moi, qui m'ont conduit à développer cette théorie. J'insiste, qui n'est qu'une théorie, qui n'a pas pour but de déboulonner tout. Moi, j'ai vu des extraterrestres dans mes visions, donc il est hors de question de vous dire que les extraterrestres s'en tiennent à une ruse des services secrets. Mais néanmoins, ça fait partie des éléments qui m'intriguent et me font penser qu'une partie des gens qui prétendent être des ufologues ou des contactés sont bien autre chose. Voilà, le verre est dans le fruit. Je rebondis vite fait sur, tu parlais du bleu de méthylène, donc qui est une technique employée pour révéler. C'était Oui, un révélateur. Et justement, tu en parles dans le livre, tu fais une parenthèse sur cette notion de bleu, ouais. parce que tous les projets autour de l'ufologie, tous ces trucs gouvernementaux, etc., on pense notamment en ce moment, je vois à toutes les sauces le projet Bluebeam. L'utilisation de ce terme bleu, elle n'est pas anodine. Et il y a peut-être un lien avec ce principe révélateur qu'est le bleu de méthylène. Exactement. Puis Blue, il faut savoir que dans le jargon militaire, Blue, c'est ami. Blue, c'est allié. C'est toujours un truc positif. Donc, quand on vous dit, par exemple, je sais pas, il y a une blue up cover ou quelque chose comme ça, on va protéger un ami, ou je sais pas moi, blue house, donc on va protéger la maison ou l'endroit où est en retrait un ami, un allié. C'est positif. C'est toujours positif. Donc, si vous voyez une opération, il y a le terme blue, ils savent très bien, ceux qui ont commandité cette enquête, cette étude, qu'on est en train d'étudier des appareils qui sont de notre côté, qu'on n'est pas en train d'étudier des ennemis. D'accord. On a un autre vocable pour ça, et j'en parle beaucoup dans ce bouquin, et je vous donne voilà, les sources et les contextes où j'ai pu obtenir ces renseignements. C'est très très important de comprendre qu'une partie des réponses se trouve dans les intitulés des programmes. Et c'est, pardonnez-moi, mais c'est un beau foutage de gueule. Et moi, je suis vraiment choquée d'avoir découvert des trucs comme ça où je me dis, mais c'est du comique. Et vous le verrez, il y a même des documents déclassifiés où il y a des petits dessins qui relèvent du comique. Là aussi, on se dit, mais vous vous foutez de ma gueule en fait. Et c'est formidable de découvrir ce matériel de première main, c'est formidable parce que j'insiste, c'est peut-être un appât. Et j'en ai pleinement conscience. Tout ça, c'est peut-être en fait des éléments donnés pour que moi j'en arrive à cette conclusion et que je sais pas, je me déroute de la théorie extraterrestre. Why not? Mais en tout cas, il y a tellement d'éléments que j'insiste. Jusqu'ici, tout ça, j'en avais jamais entendu parler. Pourquoi est-ce qu'on en est arrivé, en reprenant sur nos drones, à développer ce type de technologie? Parce qu'avec un avion, vous voyez sur ce petit schéma, on n'y voit que dalle, hein. Il faut aller très très bas, c'est hyper dangereux pour le pilote qui est en reconnaissance. Des pilotes en reconnaissance, on en parlera beaucoup très prochainement, je l'espère. Si vous allez avec des drones de première génération, avec des lidars, vous commencez à y voir un petit peu plus, et notamment même à travers les feuillages, puisque le lidar, qu'on appelle ça, c'est un radar, en gros, ça permet de voir les choses et notamment de les modéliser en 3D après, donc c'est essentiel d'avoir une cartographie du terrain pour ceux qui veulent faire un peu de stratégie avec moi. Et enfin, les dernières générations qu'on a faites, il n'y a plus rien. Il y a plus rien qui échappe. On est vraiment aux cheveux qui dépassent. Je n'oserais dire que c'est infernal. Je ne sais pas si c'est bien, si c'est mal. Ce que je sais, c'est que vous ne pourrez pas lui échapper. Et aujourd'hui, et c'est très important qu'on en parle aujourd'hui à l'antenne, et ça fait partie, entre guillemets, des révélations que je vais vous faire, vous n'avez pas notion du nombre de pays qui vivent sous le joug de l'œil qui voit tout, de ces trucs-là qui les surveillent, qui les traquent et qui font péter les gens en pleine rue. Il y a des pays aujourd'hui, et c'est pas à moi de vous dire lesquels, vous pouvez, je peux aussi vous donner des références, notamment un monsieur qui s'appelle, alors j'oublie son nom, pardonnez-moi, un ouvrage qui s'appelle La théorie du drone, hein, qui met en avant justement quel genre de pays développé et avancé a vendu à d'autres pays, on va dire, qui étaient moins avancés technologiquement, ce type de technologie pour contrôler ces sociétés. Mais il y a des gens, ils ne peuvent pas marcher dans la rue. Il y a un drone, il arrive, il les fait péter. Vous imaginez le degré d'anxiété? Vous vous dites, elle a chopé ça dans Black Mirror. Pas du tout. Ça, j'insiste, c'est des journalistes d'investigation de guerre sur le terrain qui rendent compte de choses. Ça fait maintenant plus de 10 ou 20 ans que c'est en cours. Personne n'en parle. Tout le monde ferme sa mouille. Et je peux vous dire que ça, on a intérêt à préserver nos acquis sociaux, sinon c'est pour demain. Et moi, j'ai encore envie d'aller faire mes courses tranquille sans qu'il y ait un énorme... Ouais, Big Brother, la technologie ultra avancée est son meilleur allié. Et là, aujourd'hui, on est à une époque où, déjà sans les drones, le nombre de caméras qu'on a, je pense qu'on peut tous retracer nos parcours numériques, nos parcours dans la rue, etc. Si on rajoute ces histoires de drones et des capacités qu'ils ont à filmer, espionner, il y a plus... Je pense que le terme liberté aujourd'hui est un petit peu lui aussi désuet et
Disons que passé, c'est passé de mode. tout à fait, c'est tout à fait autre chose. Et pour vous donner le rayon de destruction, c'est 15 ou 20 mètres. Qu'il y ait un gamin, qu'il y ait un chien, qu'il y ait votre grand-mère, ça sera la même. Et ça m'a bouleversée de voir à quel point on peut avoir des sociétés aujourd'hui chez qui ça se passe en toute discrétion. Et ça, pour moi, c'est pas gérable. Notre rôle en tant que société n'est pas d'aller rendre justice à l'étranger, ça ne nous concerne pas, mais qu'au moins on ne vende pas à d'autres pays ce type de technologie. C'est pas, on peut pas être complice de ça. Enfin, moi, en tout cas, je ne souhaite pas que les belles avancées que peuvent être ces appareils en termes de prévention de risques, de prévention, je sais pas, vous avez un éboulement en montagne, allez trouver quelqu'un, mais c'est formidable, ça se fait en un claquement de doigts, ou un séisme, c'est super. Mais si on en fait autre chose, dans ce cas-là, on se trompe d'objectif. Et clairement, bah, on peut tout voir. Ce que je voulais vous dire à travers cet élément de comparaison et cet élément social, on peut tout voir. Il n'y a plus de limite par rapport à ça. Donc, ceux qui s'amusent à faire construire leur petite piscine tranquillement sans la déclarer dans le fond de leur jardin, vous n'y échapperez pas parce qu'effectivement, de grandes institutions sont dotées, peut-être pas pour des raisons d'armes, mais voilà, ça passe un petit peu partout. Et pour D'où l'intérêt de construire le genre de souterrain que tu nous décris dans Black Program. La piscine, vous la faites sous terre, sous la maison. Question infiltration, je recommande pas non plus. Allez le construire chez les autres. Ou un grand jardin, une très grande propriété. Ou reste la piscine municipale, c'est pas mal. Oui, aussi. c'est peut-être plus, c'est mieux. Alors pour en revenir un petit peu à ces fonctionnements, donc des UKV et des UAV, pour pouvoir maîtriser un drone, de quoi on a besoin? De ce dont on parlait il y a quelques instants, les satellites, parce qu'on a besoin effectivement de la petite télécommande, comme tous ceux qui ont un G-drone ou ce genre de choses, d'appareils domestiques, vous comprenez comment ça fonctionne. On a besoin d'un réseau, le réseau c'est celui de votre téléphone qui sert à faire le relais, et d'autre part un engin qui sert à faire on va dire le jeu de télécommande, la manip. Et en fait, on a énormément besoin des satellites. Les satellites, c'est l'arme clé pour piloter tout cet essaim, d'ailleurs c'est le terme, c'est swarm, c'est essaim de drone, puisqu'on a besoin d'un ensemble pour pouvoir quadriller un terrain, pour pouvoir le contrôler. Et si on n'a pas ce type d'émission, si on peut les brouiller, là aussi, on a quelque chose de puissant. Donc encore une fois, les armes les plus puissantes, c'est pas forcément les lasers, c'est le contrôle de qui envoie quel satellite, quand et pourquoi, et le contrôle des ondes. Donc il y a encore deux choses à voir, c'est cette idée que, l'envoi de satellites occultes n'est plus à démontrer, c'est évident, aujourd'hui tout le monde le sait, c'est un secret de polichinelle. Et c'est quelque chose, franchement, c'est grâce à ça qu'on peut piloter après ces essaims et ces appareils qui sont occultes et qui sont cachés. Donc, comprenez qu'encore une fois, ça se passe dans l'espace. Il y a également cette idée de maîtrise des ondes. Je sais qu'aujourd'hui, il y a eu toute cette question, et je suis personne pour vous dire si c'est dangereux ou pas autour de la 5G. Je vais vous dire ce qui est beaucoup plus dangereux, c'est on ne maîtrise plus la technologie que nous utilisons. Moi, pardon, dans mon vieux temps, je suis pas si vieille, mais j'ai connu la CB, j'ai connu la radio. On savait comment ça marchait, on savait la bricoler, on savait la réparer, on savait un petit peu la triturer, et ceux qui étaient vraiment vilains savaient aller écouter aussi la police sur leur bande qui était réservée, et ça s'entendait, ils avaient le retour, donc ils savaient très bien. Mais aujourd'hui, on est dans une guerre des ondes, de l'éther, on pourrait le dire, de l'immatériel, où personne ne comprend la technologie qui est entre nos mains. Et ça, c'est encore le plus dangereux parce qu'on ne peut pas la contrôler, on ne sait pas ce qui s'y passe. Pour vous donner un tout petit exemple, certains connaissent le terme de Cottonmouth, certaines connaissent aussi le terme de Pegasus. Je vais vous faire le lien entre les deux. Qu'est-ce que Cottonmouth? C'est pas le fameux méchant qui se trouve dans des comics et pulps spécialisés aux États-Unis, bien qu'il porte ce nom en raison de cela. C'est un virus qui peut être. Alors vous allez rire, et heureusement que ça a été démontré encore une fois par des lanceurs d'alerte et pas par moi, parce que sinon vous n'auriez aucune raison de me croire tellement l'état des lieux est délirant. Vous avez un port USB sur un PC ou sur un Mac, et en fait, il suffit de lui envoyer des ondes radio, tout simplement à distance, sans même qu'il soit connecté à Internet, pour introduire à l'intérieur, écrire ou désécrire des informations et placer le fameux Pegasus. Certains connaissent grâce au fameux scandale qui a éclaté autour de logiciels espions, Pegasus. C'est juste absolument dingue. Donc encore une fois, si on ne maîtrise pas la technologie et qu'on ne voit pas les conséquences, on ne sait pas dans quoi on est. On est dans un truc, on parlait de technologie, dans une technologie qui est très très loin en avance. Et ça, c'est absolument extraordinaire. C'est vrai qu'aujourd'hui, on se dit, bon, si mon ordinateur n'est pas connecté à Internet ou autre, je risque rien. En gros, il est coupé. Mais aujourd'hui, en fait, rien n'est secret, rien n'est inaccessible à cette technologie-là. Jamais, et il faut savoir que le seul moyen que vous auriez éventuellement de voir qu'on est en train de vous faire un Cottonmouth, c'est qu'il y a des engins qui perdent, par exemple, je sais pas, vous avez des objets qui s'allument autour de vous, des objets qui étaient déjà allumés mais qui commencent à déconner, pas la télé parce qu'on n'est pas du tout sur les mêmes fréquences. Pour vous dire un exemple au hasard,
Une voiture qui bénéficierait d'un contrôle automatique, vous savez, genre à la Tesla, bah, elle pourrait perdre le contrôle justement de son volant. Et Donc on pourrait tuer des gens ouais, on peut tuer des gens. en utilisant ça. On peut rentrer dans leur portail et faire du bélier aussi. Voilà, on peut faire plein de choses avec ce type de. Je vous Voilà. laisserai découvrir l'anecdote. Vous en aviez déjà parlé avec Anton, mais tu le reprends dans ton livre, c'est assez édifiant. Et c'est la seule chose, c'est le seul marqueur que vous aurez. Parce que pour le reste, vous n'avez aucune maîtrise de ce qui se passe, même avec. Voilà, il n'y a que des très grands informaticiens, genre de la firme d'Apple, qui pourraient vous expliquer ce qui est en train de vous arriver et que de toute façon, vous n'avez aucune chance d'y échapper. Donc autant laisser couler l'affaire. Voilà pour. Lâcher prise. Moi, j'ai envie de dire, tu sais, c'est un peu naïf comme mode de pensée, mais finalement, face à tout ça, on n'a plus qu'une seule arme, la transparence et être en paix avec soi-même. C'est ça. C'est-à-dire, je n'ai rien à cacher, j'assume qui je suis, j'assume ce que je fais. Allez-y, fouillez. Ah mais vraiment, et je pense que c'est ce qu'il faut quand on s'intéresse, et certains le savent au milieu de l'ufologie, il faut un lâcher prise, une grande humilité, parce qu'on ne sait pas ce qu'on va trouver, on ne sait pas où, on ne sait pas comment, puis on ne sait pas à qui on va être confronté, parce qu'il y a de drôles de zigotos et des drôles de pratiques dans ce type de milieu. On est d'accord. Voilà, donc je voulais vous expliquer, notamment pour revenir par rapport à ce qui avait été dit sur Aurora, qu'il existe depuis bien longtemps des tonnes de dirigeables ou des tonnes d'autres éléments qu'on voit se balader dans le ciel qui ont des formes peu communes. Pourquoi? Bah, certains se baladent avec plusieurs usages et on va découvrir lesquels. Là, je voulais juste vous présenter le Magnus Airship des années 80 parce que c'est vrai que son design est assez surprenant. En fait, on est entre l'avion et le ballon dirigeable. Je pense que si lui s'était écrasé, notamment au début du 19e siècle, et qu'il avait fait fondre son métal, ben, on aurait tout à fait pu arriver à ce type voilà, de premier avion, de proto-avion. Je voulais également vous reparler des blimps. On avait parlé des hyperblimps aussi dans le contexte d'Aurora. Rappelez-vous quand je vous avais parlé du fait qu'il peut tenir dans une poche, bah là vous avez enfin un blimp qui est dégonflé. J'ai réussi à vous trouver ça. Vous en avez un gonflé à gauche, un dégonflé à droite, et comme ça vous pouvez voir qu'effectivement, bah, si vous le pliez un petit peu comme un kit, vous le mettez dans un sac à dos, pof pof pof, vous faites ce que vous voulez et vous êtes à moitié transparent. Vous pouvez voler dans le ciel, mais personne va vous intercepter. Bon, bah, le risque c'est de mourir, on est tous d'accord, mais sinon très discret C'est comme moi. un avion qui se transporte comme un kawaii. Et vous allez me dire, mais pourquoi aujourd'hui, effectivement j'en parle dans Black Programme, pourquoi aujourd'hui on n'a pas ça, ces moyens à la disposition du grand public, puisque c'est vieux, c'est usité, et en termes stratégiques, bah, quelque part c'est désuet, et bah, tout simplement parce qu'on n'a pas les moyens fins de les contrôler. Exactement comme il était question de radar au tout début, notre vrai problème c'est le contrôle des conséquences, et c'est bien ce qu'expliquait monsieur Alexandre Ducrot dans ses ouvrages, c'est comment on va faire pour gérer une fois que ça sera parti en cacahuète et qu'on va se faire des attaques communes, notamment à coups de bombes nucléaires les uns les autres sur la tête. C'est ça qui est le problème, c'est pour ça qu'on n'a pas ce type de technologie aujourd'hui, on va dire, pour tout le monde, parce que vous voyez, là, on le voit dans l'Interstate Traveler, pareil, et Interstate Traveler, mes excuses, on voit un petit fauteuil, et pareil, qui sert de ballon dirigeable, excusez-moi, mais moi j'en rêve, hein, plutôt que d'être coincé dans les bouchons. Je trouve ça fabuleux. C'est une solution qui arrangerait tout le monde, qui est peut-être même propre, j'ai envie de vous dire. Donc encore une fois, quand on vous parle de solutions propres, écolo et tout, mais regardez, on a déjà les moyens de faire quelque chose de clean. C'est peut-être juste qu'on n'en a pas tout à fait envie pour de vrai ou pour les mêmes raisons. On a dans les poursuites, on va dire, c'est pas vraiment un avro, mais dans les vaisseaux lenticulaires, le buoyant, excusez-moi, lift, qui fait partie de ces appareils qui sont absolument extraordinaires parce que eux, au lieu de répandre la mort, ils répandent la vie. Le buoyant, il a été utilisé pour aller préserver une partie de la forêt amazonienne, que ce soit pour cueillir des graines qui allaient disparaître, mais également re-ensemencer. En fait, on imagine la forêt comme un tapis de trucs. Il y a aussi des expériences, c'est presque ça, des fleurs parasites et des espèces qui vivent dans tous les étages de la forêt et on a besoin de les étudier parce qu'elles sont en train de s'effondrer, donc pour pouvoir les préserver. Ce type d'appareil, on le retrouve dans des endroits extrêmement isolés du monde, mais non pas dans des poursuites d'extermination, au contraire, dans des poursuites, je dirais, de notre vocation première en tant qu'humanité de préservation de la vie. Donc il ne faut pas y voir que du mal quand on voit effectivement un ovni. Quand je vois des gens me dire, mais quand je l'ai vu, j'ai senti qu'il était là pour préserver la vie, bah peut-être. Peut-être que vous avez vu un appareil comme celui-ci. Et de la même manière, au 19e siècle, je ne sais plus quel est le nom de cette comtesse, une comtesse avait la prétention d'évoquer les ovnis qu'elle avait vus comme des êtres vivants. Elle disait que c'était des poissons venus de l'espace et j'aimais beaucoup cette explication, non pas parce qu'elle me paraît crédible, parce que je la trouve très belle, très douce. On n'est plus face à ces engins et cette ombre de la mort qui vient semer le désordre, mais au contraire quelque chose de doux qui très discrètement, je voulais juste jeter un œil dans l'aquarium qu'est la Terre et puis vite partir et se protéger de nous, sauvages et brutaux que nous sommes.
Voilà, tout C'est simplement. assez joliment dit. Mais oui, c'est bien de préciser que de temps en temps, la technologie peut aussi être au service du bien, ce qu'on n'avait pas vu dans la première partie d'émission. Exactement. Et de la même manière, les turbines à air, on voit bien que ça, on les voit Alors, je sais plus qui est dans la base arctique. C'est une base arctique internationale. Alors, je suis désolée, je me rappelle plus quel pays, quel collectif de pays se trouve là-bas. Une partie de leur énergie, elle est fournie par ça, les turbines à air. Donc, vous voyez, sans vouloir décrier rien ni personne, on s'embête à mettre du béton pour nous coller des éoliennes. Peut-être que les turbines à air seraient peut-être plus judicieux. Moi, je sais pas, hein, je suis pas ingénieur, donc je ne fais que suggérer. Et pareil, imaginez ça, on coupe les fils ou ça part hors de contrôle, vous le voyez, ça peut rouler pendant très longtemps puisque le but c'est d'augmenter le frottement de l'air. Donc effectivement, ça peut dériver de l'autre côté de la planète Oui, tranquillement. et tourner sur soi-même. Oui. D'ailleurs, si vous avez vu l'émission que j'ai diffusée la semaine dernière, les Nuréens, dans Témoignage extraordinaire, je vous ai mis une vidéo que nous avons une Nuréenne d'une sorte d'ovni drone qui tourne sur lui-même. Bon, bah, là, on a quelques éléments qui permettent peut-être de se faire un avis sur ce genre d'observation. Cette turbine à air là, que tu nous montres sur les photos, ça ressemble quand même de loin, très étrangement, au Tic Tac, la fameuse vidéo de l'US Navy. Alors, le Tic Tac avait des propriétés de déplacement qui sont certainement très différentes de ce qu'on vient de voir, mais visuellement, voilà, vous l'aurez compris, ce soir, on essaie de voir que la méprise est facile et qu'on ne peut pas tout cataloguer dans le domaine de intelligence exogène, technologie extraterrestre. Tout à fait. Et pourquoi, effectivement, on ne peut pas tout cataloguer? Parce que même les gens qui sont chargés de l'observation, parfois ne savent pas ce qu'ils voient, même avec les super radars, les super sondes dont on dispose. Pourquoi? Je vous propose là un exemple de ballon brouilleur artisanal. Bah, quand on veut faire entrer un appareil secret, vous croyez qu'on prend juste un B2 et on le balance au-dessus d'un ennemi des États-Unis? Allez, vas-y, cocotte, passe. Non, vous avez intérêt d'abord de brouiller les pistes et de balancer un maximum de choses qui vont entraîner les services de sécurité du dit pays sur plein de différentes pistes, tout aussi fausses les unes que les autres. Et le meilleur, bah, c'est quoi? Ça coûte pas cher, c'est un ballon à base de CO2, vous le mettez effectivement sur au-dessus d'un feu artisanal, vous le pimpez peut-être avec quelques petits gaz rares, et pouf, c'est parti, effectivement. Et là, vous cernez toutes les, on va dire, les frontières aériennes, et là, bah, vous le faites passer, vous, votre vaisseau, tout tranquille. Donc comprenez que parfois des choses qu'on peut voir aussi dans le ciel sur les radars qui sont inexplicables, c'est aussi parce que c'est simplement artisanal et très con, c'est du système B. Et c'est important de le garder à l'esprit. Il y a des choses qui sont vraiment inintelligible parce que simplement ça relève de l'astuce, encore une fois, des miroirs et de la fumée. C'est une expérience, je ne peux pas dire ça comme ça, mais c'est une formule que j'ai utilisée plusieurs fois dans Black Programme parce que souvent, en fait, là où on s'attend à découvrir, je ne sais pas, on va le dire, hein, le magicien d'Oz, bah, effectivement, vous le trouvez et c'est pas le grand magicien que vous vous attendiez à rencontrer, c'est en fait un pauvre Gus qui est là, qui bricole et qui essaie de faire youplala, je fais un tour de magie. C'est très important de comprendre qu'une grande partie du mystère des ovnis est essentiellement composée de mauvaise compréhension de données et de la même manière que les États-Unis ont pu, eux, quand ils ont déclassifié le dernier qui a eu, comment il s'appelle maintenant? C'est la HARPO, ou je sais plus, le dernier système qui est chargé d'étudier les ovnis. J'ai complètement oublié le nom de cette institution. Vous le retrouverez dans cet ouvrage Black Programme. Mes excuses pour cet oubli, mais ils le disent eux-mêmes. En fait, on est à la source dans la guerre froide de plus de la moitié qu'on appelle ça, des gens qui ont vu des ovnis, des aperçus d'ovnis. Là, on peut enfin vous le dire parce que ça fait 50 ans, mais l'autre moitié, on ne sait pas. Et effectivement, bah, il peut y avoir plusieurs choses. Les ennemis qui sont venus en incursion, des appareils exogènes, pourquoi pas, mais aussi des appareils comme ça hors de contrôle, qui sont peut-être même de leur propre facture et que le vent leur a renvoyé en pleine figure. Il peut y avoir tellement de choses, il faut garder un sens critique très important. Et je n'ai rien contre, encore une fois, les gens qui voient des choses, j'en ai vu plein. S'il vous plaît, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, c'est-à-dire moi j'y crois. Je crois fondamentalement à la théorie de l'existence d'extraterrestres qui viendraient visiter notre monde et qui sont peut-être même très certainement déjà là. Mais seulement, il ne faut pas les voir là où ils ne sont pas. Ça sert de couverture à des agissements internationaux dont on doit taire l'existence, tout simplement. Et de la même manière, quand on n'est pas sur du système B à pas cher, enfin du plan D à pas cher, on a les ballons brouilleurs. Là, ce que vous avez, c'est des exemples très artisanaux. Enfin, à gauche, c'est pas artisanal du tout, c'est du lourd. À droite, vous avez 2 ballons radio qui sont en fait envoyés par un petit comité qui, a, je crois, 10 ans, avait voulu tester les courants aériens rapides pour voir avec un minimum de matos jusqu'où ça pouvait aller. Mais ça pouvait pas, franchement, franchir je crois, peut-être 1 millier de kilomètres super rapidement. Et ils le savaient grâce à la balise qu'ils avaient mis dedans, tout simplement. Encore une fois, sur la base d'une émission radio. Comprenez que là, vous voulez brouiller des systèmes radars ennemis. C'est simple comme bonjour. Et bien sûr, vous n'allez pas le dire bonjour, j'arrive pour brouiller vos frontières aériennes. Vous mettez le truc, vous dites oh, c'est peut-être des extraterrestres. Donc, encore une fois, tout ce qu'on vous vend à chaque fois comme des
surtout au niveau des états, des trucs où on vous dit mais ça c'est sûr, c'est extraterrestre, c'est peut-être aussi pour camoufler des petites exactions. Donc toujours rester bien prudent, surtout qu'un matériel aussi système D soit-il peut atterrir dans la haute atmosphère. Je vous en montre quelques exemples ici. Le cas des ballons brouilleurs, je pense qu'on peut directement se référer à ce qui s'est passé il y a un an et demi aux États-Unis, avec ces fameuses vidéos de ce ballon dont on ne savait pas ce que c'était. Et il y a eu la thèse OVNI qui a circulé. Nous, on a même fait une émission avec, encore une fois, notre ami Fabrice Bonvin pour essayer de décrypter cette actualité autour de ce ballon qu'on voyait aux États-Unis. Et je pense que l'explication que tu viens de nous fournir est certainement la bonne sur ce dossier-là. Donc à prendre en considération et toujours réfléchir. Tu nous le dis d'ailleurs dans le livre, au début du livre, tu as grandi comme ça. On t'a appris à réfléchir à pourquoi. Pourquoi on me dit ça, pourquoi je vois ça. Bref, quelle est l'intention cachée derrière le fait objectif. Et c'est d'autant plus vrai, je te remercie de le souligner, que nous vivons, et pardonnez-moi l'expression va vous paraître un petit peu galvaudée, mais dans un monde sous algorithme. Tout ce que vous pensez être du destin qui vient sur votre route, dans les choix sur vos différents navigateurs, il n'y a rien qui relève du destin. C'est pas un signe qu'on vous envoie, surtout si vous consommez, je sais pas, des tirages d'oracle en ligne ou des choses comme ça. C'est vraiment une influence algorithmique. L'algorithme a été pensé pour vous faire acheter et non pas pour vous vouloir du bien. Soyez prudents quant à vos consommations en ligne. C'est l'hygiène mentale, c'est aussi important que l'hygiène du corps. C'est vraiment pas une plaisanterie parce que beaucoup de gens aujourd'hui se sentent mal parce qu'ils sont abreuvés d'informations orientées selon des modèles psychologiques qui ont été déterminés, qui sont parfois vrais, parfois faux. Ne vous laissez pas enfermer. Sortez, allez, comme on dit, toucher un petit peu l'herbe du jardin, revenez plus sain, mais surtout, pensez que la réalité est vraiment ailleurs que sur les réseaux. S'il vous plaît, c'est très très important, parce qu'il y a toujours une raison pour laquelle on veut vous mettre une idée en tête, et qu'elle soit économique, est souvent le premier motif. Fox Mulder et Dana Scully l'avaient dit avant toi, hein, la vérité est ailleurs. Ah mais moi Sortez tous. Je ne suis que sur l'épaule des géants et je n'invente rien, et ça aussi c'est très important que les gens le comprennent bien. Je ne me vis pas comme quelqu'un qui a inventé l'eau chaude. Je veux simplement apporter des éclairages différents sur des sujets et je ne pense pas, comment dire, je me vois pas du tout comme une merveille, c'est important de le savoir. Dans ces outils qu'on retrouve au sein des drones, on a également donc les ballons sauts, les ballons espions, on l'a vu, mais également les explosifs. Là, je vous ai montré sur celui qui est vertical, un appareil qui est vraiment destiné donc à effacer toute trace vivante sur 15 et 20 mètres. 15 à 20 mètres, excusez-moi. Comprenez que moi j'ai une certaine émotion quand je vous parle de ça parce que vraiment il y a des endroits dans le monde où actuellement c'est le cas. Vraiment, on dézingue des gens, que ce soit des gens, des animaux, des enfants, c'est pareil. S'il vous plaît, qu'on oriente une société vers du mieux, qu'on n'en reste pas là parce que sinon c'est nous les prochains. Si on fait ça aux autres, ça finit toujours par nous arriver à nous, donc soyez prudents. Et si vous voyez un ovni, courez pas vers lui, sauf si c'est, je sais pas, l'hélico de la carte au trésor, faites pas comme moi. J'ai cette petite anecdote drôle. On a été survolé dans notre première maison à au moins 3 ou 4 reprises par des appareils non identifiés. Et moi, la première fois, vous le savez peut-être pas, mais je suis une grande fan de la carte au trésor. Et ma première intention, ça a été de courir, faire coucou, salut. Et alors, on s'est vu avec les mecs parce qu'ils étaient vraiment en rase-motte, ils étaient près de nous. Et alors eux, ils cherchaient d'autres choses. Pour vous le dire, vous allez rire. En fait, je pense que c'était simplement la brigade des stupes qui, comme on vivait en forêt, cherchait peut-être des endroits où il y avait toutes sortes d'exploitations. Des plantations et autres choses. C'est ça. Et moi, j'étais comme une folle. J'allais voir un mec de la débarque. Et là, on s'est regardé comme ça. Vous voyez un truc qui descend du ciel, faites pas comme moi, fuyez en fait. Il faut pas aller à la rencontre de ça, vous savez pas ce qu'il y a dedans. Dans un premier temps, principe de précaution, soyez prudents, effectivement. Et puis, même pour ce qui concerne de véritables ovnis ou d'engins techniquement avancés et humains, il y a bon nombre de cas de rencontres, d'approchements entre l'observateur et l'appareil qui ont dégénéré, oui, avec des séquelles assez importantes sur les observateurs. Donc, soyez prudents, quoi que vous voyez. Soyez observateurs, mais gardez vos distances. Et c'est dans la même maison qu'on avait vu avec mon époux. Alors, il faut savoir que moi, j'adore la nature et on avait une harde de cerfs qui venait souvent dans le jardin. Donc, j'étais souvent à leur écoute, à l'écoute du brame du cerf et je sais pas comment on appelle ça, mais le ricanement des renards. J'adorais les écouter vers 3 heures du matin parce que c'est là où ils sont le plus actifs. C'est avant l'heure bleue parce que l'heure bleue, c'est le moment, et j'en parle dans ce livre, la fameuse heure bleue qui est aussi un truc un petit peu mystique. Là, j'allais les écouter et il y a eu un silence terrible. J'ai regardé le ciel
Et là, j'ai vu un truc en feu, mais un truc vraiment enflammé. Je me suis dit, ça y est, on se prend un missile dans la tronche, c'est foutu. Et en fait, c'était encore, et c'est pas le premier, c'est pas le dernier que je verrai, je pense, dans ma vie, un appareil, voilà, volant non identifié. Et ça, je m'en suis voulu d'avoir ouvert les fenêtres et d'avoir regardé. Je me suis dit, mais qu'est-ce que t'as fait? Parce que si ça avait vraiment été une bombe, c'était vraiment pas malin. Faut calfeutrer la fenêtre, faut faire autre chose. Mais la chercheuse en moi n'a pas voulu arrêter. J'ai réveillé tout le monde dans la maison, on a filmé. Mais il n'y a rien à en tirer parce que déjà c'est trop loin et je possédais qu'un pauvre iPhone pour filmer. Mais comprenez que j'insiste et c'est pour ça que je fais cet acte de vulnérabilité de vous parler de cet événement. Je crois qu'il existe des choses absolument pas normales. Et ce que j'ai vu ce jour-là, cette boule de feu, où il y avait d'autres petits espèces de vaisseaux qui avaient l'air de rentrer dans cette énorme boule de feu, c'est pas un phénomène normal parce que normalement un météore qui rentre dans notre atmosphère, bah, c'est l'inverse, il descend et ça sort. Et Ouais. il perd certains bouts du météorite. Là, Traîner. Et c'était pas ça. C'était clairement pas ça. Et ça a été un phénomène qui m'a beaucoup déstabilisée parce que je me suis dit, bah voilà, t'arrives pas à faire la part entre ta curiosité et la sécurité. Donc moi, j'ai envie de vous inviter à être plus intelligent que moi et vous mettre en sécurité parce que c'était vraiment pas malin. Pour en finir avec ces fameuses, qu'on appelle ça, le fait de voir des choses, justement, je vais avancer un tout petit peu plus loin dans le PowerPoint, de voir des choses que nous avons vues de premier ordre, c'est effectivement Cléo. Alors Cléo, il fallait que je vous en parle. Pourquoi? Parce que je l'ai vu sur des tarmacs. Et Cléo, je pense que c'est ce qui va nous arriver dans notre société. Il est déjà là, mais ça sera plus seulement militaire, ça risque d'être domestique et je pense pas que c'est une belle orientation de société du tout. Cléo, qu'est-ce qu'il a la capacité de faire? Et c'est là que je peux vous dire qu'encore une fois, il y a de la rétro-ingénierie où il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Il peut accompagner au décollage ou à l'atterrissage un avion autour, notamment autour des réacteurs. Et ça, c'est absolument pas normal. J'en ai parlé avec... Alors, à l'atterrissage, ça peut s'entendre, d'après un ancien pilote qui a bien voulu avec moi analyser les faits, mais au décollage, c'est totalement impossible. Et en fait, plusieurs fois, j'ai vu un engin de type Cléo faire le tour des appareils, notamment quand c'était la période la plus tendue du début du conflit qui est actuellement en cours à l'Est. Et c'est quelque chose d'impressionnant. Il faut savoir que ça, c'est aux mains. Et vraiment, ça peut être aux mains comment dire, d'entreprises lambda, puisque ces Cléos sont en vente pour absolument n'importe quelle entreprise. C'est très important de savoir qu'on est sur cette orientation de société. Si vous ne voulez pas que ce type d'engin soit, je ne sais pas, notre policier de demain, notre environnement normal, il faut qu'on organise des sociétés qui sont axées sur d'autres formes de confiance. Sinon, nous allons vers ça, et je peux vous dire que moi, j'ai pas envie d'en voir se balader ni dans la rue, ni dans le jardin, ni dans les jardins d'enfants. C'est pas quelque chose qui me satisferait beaucoup. je suis d'accord avec toi. Enfin, on va en revenir à nos copains de Northrop avec la manta ray. Manta ray, on n'en a pas vu des vraies photos beaucoup. Quand ils ont commencé à vraiment admettre son existence, c'était l'année dernière, donc c'est vous dire, ça date d'il y a vraiment pas longtemps. Encore une fois, je vous montre un comparatif entre manta ray et l'oiseau bleu d'Anton Parks, tel que modélisé en 2007. C'est troublant. Il n'y a pas grand-chose à dire. Une fois qu'on a vu ça, voilà, on est là, on se dit, ok, j'ai pris note. Donc manta ray, à quoi il sert officiellement? C'est encore une fois un UAV. Officiellement, il est désarmé, pardonnez-moi, et il traîne dans les fonds sous-marins. Il fait sa petite life. Qu'est-ce qu'il fait, sa petite life de manta ray? Eh bien, tout simplement, c'est certainement ce qu'on appelle soit un injecteur, soit un coupeur de câbles. À quoi ça sert? Parce que oui, tout le monde a Internet, quasiment aujourd'hui, et se dit, bah ouais, ça vient des satellites. Alors non. Première info à savoir, ça ne vient pas que de l'Internet satellitaire, ça vient aussi des câbles sous-marins que nous recevons. Et sur les câbles, d'ailleurs, il n'y a pas que tout ce qui est domestique et civil, il y a beaucoup de militaires. Et à quoi ça sert? Bah, à cacher. Simplement, si vous le mettez hors réseau ou sur un réseau qui est privé, c'est ce que c'était à la base le réseau Internet. C'était un réseau qui était à destination militaire pour échanger de manière secrète, parce qu'on avait trouvé des moyens de pirater les câbles des téléx, etc. Enfin, je veux dire, c'est un truc de fou. Tout le monde s'imagine. C'est les fameux effets Tiffany, que les télégraphes, c'est super récent. Non, c'est hyper vieux en fait, on ne se rend pas compte. Il y a vraiment 150 ans, on s'envoyait déjà des télégraphes et on pouvait déjà les pirater. Donc les lignes téléphoniques, c'est pareil, ça a été piraté. Donc on a développé à chaque fois des technologies toujours plus différentes, ou on peut dire avancées, mais en tout cas différentes, pour changer de mode de communication. Manta ray, à mon avis, mais ce n'est que mon avis, et ça paraît pourtant, on va dire ça CTI dans le bouquin, et vous le comprendrez avec tout ce qu'on s'est dit aujourd'hui, il est là pour veiller sur ces câbles. Et peut-être pas que veiller, peut-être aussi vérifier ce qu'il y a dedans, injecter, retirer, effacer ou couper des câbles sur des personnes qui auraient peut-être fait ce qu'il fallait pas sur d'autres pays étrangers. Vous savez qu'il y a eu, il y a pas longtemps, un petit scandale comme ça avec un cargo qui aurait coupé des câbles de manière totalement fortuite.
Je pense pas. C'est jamais fortuit ce genre de truc. On n'est pas au hasard en station au-dessus d'un câble, même si ça fait une certaine épaisseur, ça ne se coupe pas au hasard. Donc comprenez que Mantare, c'est certainement ça sa mission. On parle beaucoup des ovnis qui viennent de sous l'eau. Moi, j'ai envie de vous dire que, à mon avis, une grande partie sont essentiellement démentarés ou amalgamés, et que leur objet premier, en plus de l'observation des ressources des fonds marins qui sont d'une extrême richesse, ou peut-être issus d'une civilisation qui vit sous les mers, moi je suis personne pour vous dire que ça n'existe pas, sont quand même à destination du contrôle des câbles qui sont un enjeu stratégique essentiel, puisqu'on l'a vu avec Cottonmouth, ou ce genre de malware, on peut faire mille et une choses. Alors, c'est vrai que quand on voit les photos cet engin, le Mantare, on imagine facilement qu'il peut y avoir confusion. On a des témoignages de gens sur des bateaux qui ont vu des engins sous l'eau, à la surface de l'eau. Donc la confusion est possible. Après, je me dis, on a aussi beaucoup de témoignages où, en fait, l'engin se déplace aussi facilement dans les airs que dans l'eau, C'est ça. pénètre dans l'eau, sort de l'eau, va dans les airs. Je suis pas sûr que là, cet engin-là, il soit capable de naviguer dans les deux éléments avec autant d'aisance que les observations qui sont rapportées. Et c'est là que c'est intéressant en fait, si. Et c'est pas tout à fait ce qu'on peut croire, c'est pas que lui il sort et rentre, il a une tête chercheuse qui vient de l'extérieur et qui se branche au-dessus. Ça on l'a vu sur certains éléments, on sait qu'il est... En fait il existe en binôme, d'ailleurs comme je vous l'ai dit c'est un phénomène d'essaim. On a rarement un drone ou un élément comme ça, un UAV ou un UKV qui vit seul, il a besoin d'un D'accord. vaisseau mère. Et les vaisseaux mères, je vais vous dire, jusqu'ici, on n'en a quasiment jamais entendu parler. Donc je peux vous dire que ça doit être des sacrés phénomènes. Ça doit être quelque chose, encore une fois, doté d'une technologie particulièrement vicieuse pour qu'on n'entende pas parler. Parce qu'on a toujours besoin d'un vaisseau mère, ne serait-ce que pour se recharger. Comprenez bien qu'on parlait donc de la méthode de recharge du B2 tout à l'heure. Là, comment il se recharge? C'est totalement silencieux. Personne n'en parle. Discret, total silence radio. Donc il y a bien quelque chose qui alimente ces engins-là. Et pour qu'ils soient parfaitement autonomes, Mantare, clairement, il a besoin d'un vaisseau mère ou de quelque chose qui biberonne. Et à mon avis, c'est ça qui passe après, qui vient de dessus par l'air, qui ensuite plonge sous l'eau et après arrivera à le recharger à chaque fois. À moins qu'il remonte à la surface faire du solaire, mais je ne crois pas que ce soit son mode de fonctionnement, puisque je sais qu'il a une tête télescopique et qui s'unit à quelque chose. Ça sert à quelque chose. Et c'est pas juste un ballon gonflable pour venir aller le chercher quand il a fini son job. C'est hyper important de comprendre aussi. Tu parlais notamment de ces éléments qui parfois défient notre compréhension. J'ai vu beaucoup, et je sais pas mon job, circuler sur internet de vidéos où on voit des drones qui sont commercialisables et sur lesquels on a foutu trois guirlandes de Noël ou qu'on a un peu tuné. On peut le voir d'ailleurs sur la fin de mon diapo. Je crois que je vous ai proposé voilà, la base technologique de l'anatomie du drone, celui qui est un quadrocoptère. Vous pouvez voir aussi des tricoptères, voilà, d'autres formes pour arriver à le faire chez vous. Et c'est très simple. Franchement, c'est pour qui touche un peu à l'informatique et à le matériel, c'est simple comme bonjour. Vous pouvez faire croire n'importe quoi à n'importe qui. Donc s'il vous plaît, si quelqu'un vous dit que là ce soir vous êtes en train dans la nuit de voir un extraterrestre, enfin en tout cas son appareil volant devant vous et que maintenant il faut abouler la thune parce que c'est lui qui l'a dit à travers la télépathie, s'il vous plaît, demandez à voir le vaisseau en face. Et ou demandez-vous pourquoi le vaisseau il n'a pas atterri devant vous, pourquoi vous ne pouvez pas le voir et pourquoi on le voit que loin et pourquoi il clignote bizarrement comme une guirlande de Noël. Soyez vigilants, j'en ai eu trop des témoignages comme ça. Ça se fait pas. Je voulais montrer, il existe des super appareils, des appareils dont on sait que leur mode de propulsion tendrait à faire penser que c'est de la rétro-ingénierie. Certains sont aux mains des êtres humains, d'autres je sais pas parce que j'insiste, moi j'en sais rien, je sais pas tout dans le monde, mais soyez vigilants. Encore une fois, si on vous montre quelque chose, ou qu'on vous fait comment on appellerait ça, des insinuations douteuses à de grandes prétentions, il faut de grandes preuves. C'est capital. Toujours important de le préciser. Petit aparté, si on a toutes ces capacités à nous faire passer des vessies pour des lanternes, il y a cette hypothèse, ce fameux projet Bluebeam dont je parlais tout à l'heure, où moi je l'ai déclaré souvent, plusieurs fois à l'antenne, j'y croyais pas. Ça veut pas dire que c'est pas vrai. Je veux dire que moi personnellement j'avais du mal à croire à Bluebeam, mais concrètement dans les faits, si un groupe humain secret voulait faire passer des vessies pour des lanternes à l'ensemble de la population, technologiquement c'est possible aujourd'hui. Bah oui, largement, et depuis bien longtemps. Et c'est là que c'est drôle, en fait. Encore une fois, Mon Dieu, les programmes de couverture dont il est question dans Black Programme, je pense qu'il y en a plein qui vont sauter sur leur siège et qui vont avoir des réactions épidermiques, qui vont pas vouloir accepter ce que je peux aujourd'hui proposer grâce à la déclassification, j'insiste, toujours partielle, puisqu'on ne sait pas tout ce qui s'est passé. On voit qu'il y a eu une volonté de créer quelque chose, un mystère. J'insiste, le magicien d'Oz, c'est pas une métaphore pour rien.
C'est très très important. Ceux qui ont vu déjà le film en soi, et puis Zardoz avec cette reprise un petit peu, on va dire, libérée du mystère de Oz, comprenez qu'on est face à la fois à du bricolage et d'autre part à de la technologie super avancée. Et parfois, on se retrouve dans une situation, on ne sait plus qui est quoi. Est-ce qu'on est sur de la technologie avancée, sur un tour de magie? À quoi fait-on face? Et tout le mystère est là. On a des nouveaux éléments qui aujourd'hui me font vous dire à l'antenne, sans avoir l'impression de raconter n'importe quoi, que on a bien des éléments d'origine exogène tombés aux mains des Américains qui leur ont permis de développer à la fois des soucoupes et des wings. On les voit dans des séances des séances de remote viewing menées par différentes personnes, des systèmes secrets américains et par différents supports. Et là, on se dit, ouais, c'est solide, là, on a quelque chose. On a les éléments visuels, ça y ressemble, on a des mentions de technologie, ok, mais on les a pas encore. Et pourtant, on n'est pas passé loin. Pourquoi? Parce que je veux notamment vous parler de pourquoi, encore une fois, on n'a pas ces foutues voitures volantes qu'on nous a promis pour l'an 2000. Hein. Moi, gosse, je les attendais. Hein. J'ai été hyper... C'est vrai qu'il y a de quoi être déçu. Je ne finis toujours pas ma déception. Alors, effectivement, avait été développée la Reina Stella, la magnifique Reina Stella, notamment montrée à l'inauguration du parc Disneyland Paris en 93, si je ne me trompe pas, 92-93. On voit, là je vous avais récupéré, je l'ai plus sous la main parce qu'elle est dans mes cartons quelque part, un super dépliant qui a été distribué ce jour-là à Disney qui montrait justement les aventures de la Reina Stella de Renault. Et oui, notre firme bien française. Et on avait un prototype sur place. C'était juste dingue. Tout ce qui lui manquait, c'était un moteur. Et comme je vous l'ai expliqué avec l'effet Coanda, le moteur, on l'avait déjà. Et comme vous l'expliquiez, Alexandre Ducrot, pourquoi on l'a pas? Parce qu'on n'a pas la technologie pour gérer le désastre social que ça pourrait engendrer. C'est la seule raison pour laquelle nous n'avons pas ce type d'appareil domestique aujourd'hui. C'est dommage. Moi, ma génération, on aurait déjà eu un overboard, comme dans Retour vers le futur, on était heureux. Juste un skateboard qui vole. Mais une voiture volante, ça aurait été quelque chose, je reconnais qu'on est passé à côté. Mais tu sais, ça me fait penser, voilà, une grande avancée technologique demande à une civilisation une grande avancée en termes de conscience. Et si les deux vont pas de pair, ça sert à rien de nous fournir l'avancée technologique parce qu'on va tout détruire. Exactement. Non, c'est toujours assez délicat. Et c'est vrai qu'on s'imagine... Donc la difficulté que c'est à contrôler une flottille de plusieurs millions d'engins volants comme ça dans le ciel. Mais pour vous donner, excusez-moi, un ordre d'idée, l'Air Force américaine, elle dispose d'environ 6000 drones et 1600 drones tueurs déclarés. Vous imaginez la difficulté que c'est à contrôler déjà rien que ça. Quand je parle de drones tueurs, c'est pas sur leur propre sol, hein, comprenez bien. Et ça, c'était juste en 2017. Il y a une enquête de l'ONU qui est toujours en cours, donc j'ai pas trouvé trace des conclusions. Peut-être qu'il n'y en a pas, peut-être qu'il n'y en aura jamais. Mais il faut savoir que c'est des chiffres astronomiques. Donc si vous voyez quelque chose que vous ne comprenez pas, première intention déjà, planquez-vous, parce qu'effectivement, on ne sait pas si c'est armé ou pas. Secondo, est-ce que c'est humain? Qu'est-ce que ça me veut? Qu'est-ce que ça pourrait me vouloir? Parce que vous voyez, ça a été ma première pensée. Quand j'ai vu le Cléo près des réacteurs, je me dis, mais en fait, ça veut quoi ce truc? C'est hostile, c'est ami, quel est son but? Mais c'était très simple, c'est exactement comme les petits miroirs, vous savez, qu'on passe, j'espère pas tous les jours chez vous, au checkpoint pour voir si votre voiture elle est balisée avec des explosifs dessus. C'est pareil là, en fait, c'était pour regarder si l'avion, il y avait un système de ce même genre, tout simplement. Donc, je voulais vous parler un tout petit peu en guise de conclusion de l'origine du développement de ces drones. Pourquoi est-ce qu'on en est arrivé là? Simplement parce qu'à la base, d'ailleurs, ça devait s'appeler, vous imaginez bien, Téléchir. Ça fait rêver, effectivement. Ça a été développé dans les années 60 par un monsieur qui s'appelait J. Clark, enfin un professeur qui s'appelait J. Clark. Vous pouvez le voir sur cette petite reprographie qui donne en fait l'image de ce que au début on avait créé en termes de modélisation, notamment pour l'exploration des souterrains. On y revient encore. Et à la base, pourquoi un tel avantage avait été développé? Pour éviter la perte humaine. Encore une fois, c'était pour créer quelque part la diversion, avancer masqué en territoire hostile, en territoire ennemi, et pouvoir se permettre des choses qu'on ne peut pas se permettre quand la perte humaine est engagée. Donc surtout, j'aimerais vraiment conclure cette émission en vous expliquant que ces éléments dont je dispose et que là je vous ai résumé très rapidement tant bien que mal dans Black Programme soutiennent la théorie d'un développement d'armes basé sur de la rétro-ingénierie, mais que je ne pourrais vous affirmer cela qu'en étant moi-même en possession de tels éléments. Comprenez enfin, quand je vous parlais des drones domestiques notamment et ceux qu'on peut ne pas vouloir dans son jardin, qu'il existe des dispositifs, je vous en montre quelques-uns dans ce slide, c'est des fusils sans munitions pour contrer les drones, qui encore une fois passent sur le principe des ondes. C'est pas légal partout. Pourquoi? Parce que simplement, malheureusement,
On n'a pas le droit parfois d'être seul chez soi, et ça fait partie des, on va dire, des choses qu'on doit admettre dans notre société aujourd'hui, mais comprenez que ça existe, des moyens de rétorsion. Il y a effectivement aussi les ADIFO, qu'on n'a pas beaucoup évoqués, mais qui sont les All Direction Flying Objects, qui sont simplement, moi, ce que je classe dans, effectivement, là où on ne peut pas savoir ce que c'est, parce c'est pas des VTOL, ils ne décollent pas au niveau vertical, ils décollent pas horizontal, ils décollent dans toutes les directions et ils font de tout. J'en ai vu je sais plus si j'en ai vu 2 fois, on va dire 2 fois, c'est sûr, 3 fois, j'ai un doute, 2 fois en région parisienne. Je sais exactement où c'est développé. Ce que je sais pas, c'est pourquoi. J'ose espérer que c'est dans un but de défense. Ce que je sais seulement, c'est qu'effectivement, c'est troublant parce que la technologie que j'ai vue à l'œuvre, et je suis pas la seule à l'avoir vue, et d'ailleurs c'est un endroit où on se fait engueuler si on a le malheur d'aller se promener avec un appareil photo, même si c'est légal, parce que c'est une forêt en Île-de-France. C'est très très particulier. Je ne sais pas pourquoi c'est développé, et ça c'est la seule question qui m'interroge. Pourquoi est-ce qu'on a ça sur notre sol et à quoi ça sert? Mais encore une fois, ça sort de tous les critères de ce qu'on a exploré aujourd'hui. On est sur la possession, c'est certain, en France, d'instruments qui dépassent totalement et de technologies qui dépassent le paradigme des technologies actuelles. Je vous ai montré en dernier point, et j'aimerais conclure là-dessus, ce petit fake qui est en vente sur Amazon, ou qu'il n'est plus aujourd'hui à la vente actuelle après Noël, ça a du tout disparaître. Comprenez qu'il est très facile de contrefaire des vidéos qui pourraient vous paraître brillantes, soit à l'aide, de 3D, de CGI, ou simplement de matières comme ça qui sont bricolées. Soyez vigilants à pourquoi on aimerait vous montrer ce type d'appareil. Enfin, et pardonnez-moi, c'est la vraie conclusion et je vous promets que j'arrête de vous embêter avec ça. de conduite de ces appareils, bon, on a compris, c'était des petits volants dans les B2 ou en tout cas des petites manivelles, etc. On est sur conduite par une personne. Ensuite, conduit par un programme. Donc on le voit là notamment avec cette illustration, un homme qui est aux commandes d'un drone qui est totalement à l'étranger, très loin de lui. Il y a beaucoup plus loin, encore une fois, et ça, ce ne sont que des choses, j'insiste, qui sont des technologies déclassifiées, donc je n'ose imaginer dans quoi on nage aujourd'hui. On peut le contrôler avec la pensée. Je sais que pour certains, ça va vous paraître complètement inapproprié et bizarre ce que je raconte, mais certains ont peut-être comme moi connu dans les années 90 à 2000 un jeu qui s'appelait Mindflex. Mindflex, c'était contrôlé avec un électrode CG, son cerveau, les turbines d'une stratégie, vous le trouverez sur Internet notamment encore, vous verrez des vidéos, qui permettait de faire voler une petite balle. Le but, c'était de faire voler la balle et de la faire traverser des obstacles. Et c'était basé donc sur le fonctionnement de votre cerveau et votre capacité à vous concentrer. Il peut exactement se passer la même chose avec un drone. Vous pouvez créer le même système. J'ai vu des gens désosser des Mindflex pour en faire effectivement des contrôleurs de drones domestiques, donc juste encore une fois avec la pensée, ou comme vous pouvez le voir dans ce petit exemple qui est sur cette même slide, avec les gestes de la main. Rien n'empêche de contrôler quelque chose comme ça avec des moyens extrêmement différents. Et on voit qu'il y a certainement des technologies de la sorte à l'œuvre dans des événements comme ce soi-disant la tempête solaire qui aurait perturbé les tracteurs autonomes aux États-Unis, alors qu'en réalité, c'est certainement un signal effectivement venu de drones ou d'appareils extrêmement classifiés qui a été la source de ces perturbations. On a du mal à comprendre sinon comment ça aurait pu avoir une telle conséquence. Voilà donc. Quand tu parles de ce Mindflex, alors déjà ce jeu, moi je le connais pas, il faut absolument que je fasse des recherches parce que ça m'intéresse, mais je peux pas m'empêcher de penser encore dans le cadre de l'hypothèse rétro-ingénierie, tu sais, toute cette description qu'on a sur ces vaisseaux récupérés où il n'y a pas de commande, et en fait il y a une sorte de symbiose entre le pilote et l'engin. C'est un peu ça, il n'y a plus besoin d'appuyer sur des boutons, c'est l'esprit qui est directement relié aux manœuvres de l'engin. Donc on peut imaginer que ça aussi, on est dans le cadre d'une sorte de rétro-ingénierie. Tout à fait. Et c'est là-dessus, j'insiste, il faut rester vigilant. On n'a même pas idée à ce à quoi on fait face. Là, je vous sors des éléments qui sont, j'insiste, si je peux vous les sortir en émission, c'est déclassifié, et donc ça veut dire totalement obsolète. Seulement pourquoi je vous les sors aujourd'hui? Parce que c'est important de réintroduire les lettres de noblesse du milieu ufologique et d'arrêter de faire passer les gens qui ont vu des choses pour des... Voilà, je ne vais pas dire le mot, mais pour des gens doués d'une beaucoup d'imagination. Et c'est très très important que les personnes intéressées par ce sujet puissent avoir des cartouches à rétorquer aux personnes qui peuvent leur asséner effectivement en public et leur faire passer vraiment un sacré mauvais quart d'heure en leur disant « mais vous êtes complètement débile mon petit monsieur », alors qu'en réalité il y a des éléments
qui convergent dans le sens des observations qu'on peut avoir fait. Ça ne veut pas dire qu'on est 100% sûr que c'est des extraterrestres, 100% sûr que c'est des humains, on ne sait pas. Mais ce qui est certain, c'est que ça existe. Combien de fois j'ai vu des gens dans des repas, je vous jure, même autour de l'UFO ou de la mystériologie, se faire désosser, se faire déboulonner parce qu'ils n'avaient pas les éléments. Là, vous les avez pour tenir une discussion calmement, simplement, agréablement, même avec un contradicteur de très mauvaise foi. Après, si effectivement, comment dire, impossible à gérer, bah, vous cherchez même pas à discuter, hein, mais là, il y a les éléments essentiels. Et là, j'insiste, c'est une émission très courte où j'ai pu seulement vous donner un tout petit peu des éléments qui sont fournis dans cet ouvrage, qui n'a pas, cette émission n'a pas pour but d'être extensive, c'est juste un élément d'introduction qui, j'espère, satisfera la curiosité des Nuréens et Nuréennes. Anaël, un très très grand merci pour ce que tu as partagé avec nous ce soir, toutes ces informations. Tu l'as dit, moi j'ai l'habitude de dire la petite caisse à outils. Sur Nurea TV, j'aime bien quand les intervenants nous amènent des outils. Vous les prenez pas, libre à chacun de nos auditeurs de le faire. En tout cas, c'est d'avoir un maximum de connaissances, d'informations pour pouvoir aborder le phénomène OVNI et tout ce qui l'entoure de la manière la plus sérieuse et crédible possible. Vous l'aurez compris, le but de l'émission d'aujourd'hui, c'était pas de remettre en cause le phénomène OVNI. Moi, le premier, je l'ai dit, j'attache énormément de crédit, et je sais qu'Anaël, c'est ton cas aussi, à tous les témoins. Maintenant, si c'est ce que tu nous as communiqué peut nous permettre de mettre de côté de fausses pistes, ça sera déjà un grand bond en avant. Donc, un immense merci, et j'ai hâte de te retrouver sur notre antenne pour qu'on poursuive encore un peu plus l'exploration de cet ouvrage, Black Programme, OVNI et base souterraine. Un vrai régal. Merci beaucoup, Anaël. C'était un plaisir. Je voudrais juste conclure encore une fois pour dire que je ne suis absolument pas partisane d'une théorie ou de l'autre. J'ai juste étudié des documents et des faits qui m'ont permis de conclure qu'il y a une réalité. Il y a une réalité derrière le phénomène OVNI, qu'elle soit humaine, qu'elle soit exogène. Certains de ces appareils sont des relais qui permettent, comme des satellites occultes, de transmettre des informations. Certains mettent aussi et injectent des programmes dont on a parlé, que ce soit Pegasus, Cottonmouth ou d'autres. Certains sont juste des yeux, comme notamment on le voit certains cigares. Certains sont aussi on va dire des leurres, tout simplement, qui servent à dérouter des appareils, qu'ils soient alliés, ennemis, espions ou déclarés. Tout simplement, ça peut aussi être des détecteurs. C'est la somme de 3 ans de recherche et je peux vous promettre que ça vaut le coup. Si vous ne pouvez pas vous procurer ce livre, faites-le acquérir par une bibliothèque locale. C'est un investissement judicieux. Je valide à 100%. Anaël, je te dis à très bientôt. Merci pour tout et j'espère à très vite. À très vite. Les Nuréens, merci à vous tous d'avoir été présents ce soir pour la diffusion de cette émission. Donc je vous rappelle, le titre du livre c'est Black Programme, OVNI et base souterraine, une enquête inédite. À lire absolument si vous voulez en apprendre un peu plus sur le phénomène OVNI et faire preuve d'un maximum de discernement. Sur ce, je vous souhaite une belle fin de soirée. Ce soir, on vous a tous mis un petit peu les pieds sur terre, mais je vous encourage grandement à garder aussi la tête dans les étoiles. On vous dit à très bientôt. Ciao tout le monde!